devenu extrêmement fort en matière de psychologie, d'influence de masse. Les ingénieurs sociaux derrière sont tellement bons que tu maintiens la population dans un espèce d'enfer où t'es un peu comme si tu le torturais, mais suffisamment peu pour pas qu'il s'énerve et qu'il vienne te détruire. Je comprenais pas, ça m'échappait. Comment est-ce que les gens qui sont à la tête des États peuvent faire preuve d'autant d'immoralité, de cruauté, ensuite j'ai réalisé que de leur point de vue ils font le bien. Il y a plein de gens qui font dépendre leur état de santé mentale de ce qui se passe dans la société. C'est destructeur de ouf. Ah mais je vais pas bien parce qu'il y a tous ces problèmes. Il y a tous ces problèmes et tu vas pas bien. Le truc où j'ai eu l'impression de gagner 10 ans de maturité en 7 mois, c'était de... Vouloir être tout le temps conservateur, c'est de vouloir ne jamais avancer finalement. Ça témoigne de la peur. Et vouloir être tout le temps progressiste, ça témoigne aussi d'une peur. On est quand même extrêmement libre et à la fois on est en train tous les quatre de se masturber pour dire qu'on est des esclaves. C'est quand même assez paradoxal. Arty, Timothée, merci d'être venus. Merci à vous. On est en fit là en fait, 2v2. ça sera peut-être plutôt une mêlée générale, ce sera plus marrant. Aujourd'hui, on est là pour parler de liberté et du rôle de l'État et de votre conception à vous du rôle de l'État. Et on voudrait d'abord un peu savoir qui vous êtes pour en parler et qu'est-ce que vous faites dans la vie. Je te laisse commencer. Putain, t'as été plus rapide. Ok, et moi du coup c'est la deuxième fois que je passe. Donc là à ce moment-là la vidéo est sortie. Je m'appelle Art Milan, j'ai 31 ans. Et aujourd'hui je travaille dans la gestion du stress. Je suis un autodidacte qui travaille, qui se forme, qui apprend depuis une quinzaine d'années sur la santé, sur le bien-être, sur la psychologie, en passant par plein de sujets divers et variés, mais qui sont tous faciles à relier entre eux autour de l'humain. Hein. La sociologie, l'anthropologie, la politique, tout ça. Et aujourd'hui, je travaille avec Timothée, du coup. Elle est sur le point de s'associer. Et voilà, en gros, ravi d'être là. Aujourd'hui, du coup, liberté, responsabilité individuelle et ingérence étatique. C'est ça. Ok, super. Et du coup, moi je travaille dans la psychologie. Enfin, ça fait 5 ans que je me forme aussi en autodidacte énormément. J'ai une licence de psychologie, mais c'est pas sur ça que je base mes connaissances et mon savoir. Parce que justement, j'ai quitté un peu le système à ce niveau-là parce que je trouvais que c'était une perte de temps. Tout ce qui est en général institution et tout ça, très vite, si t'es vraiment intéressé par le domaine, je trouve que c'est pas les endroits où tu trouves vraiment quelque chose qui va faire la différence. Donc moi, j'ai plus été chercher des mentors et maintenant, je me forme avec des spécialistes du domaine depuis 3 ans. Sinon, je travaille avec Arty en gestion du stress et puis je m'intéresse sur mon temps libre. À la base, j'étais parti vers plus de l'économie, justement. Ça m'intéresse. J'ai plutôt une pensée systémique et du coup, j'aime bien comprendre le système dans l'ensemble. Et je trouve qu'une fois que tu comprends le fonctionnement d'un système, par exemple l'humain, tu peux aussi comprendre le fonctionnement d'un État, par exemple. Parce qu'en fait, il y a plein de points communs à faire. C'est vrai. Je sais pas si tu vas mentionner ça, mais le fait d'aborder les choses de manière systémique, c'est indispensable pour comprendre les enjeux d'interaction entre les différents niveaux d'organisation, l'humain, la famille, l'entreprise, la société, le pays. On a les mêmes visions des choses. Mais quand tu dis ça, moi je l'interprète dans l'autre sens. J'ai l'impression que ça serait un peu peut-être le prisme d'analyse de la plupart des gens. C'est quand tu dis systémique, moi j'ai l'impression que tu vas du coup analyser les structures qui ont été créées par l'humain. Eh oui, on a une autre activité. Nous, on ne passe pas encore notre temps à siroter des mojitos sur les plages du Salvador avec notre stack de Bitcoin. Non, on n'est pas en train de vous dire de venir nous kidnapper, on est là pour vous parler de Pixelysium, notre entreprise de développement informatique. Comme pour nos tutoriels et nos tests sur les outils Bitcoin, on a décidé de créer Pixelysium avec une philosophie simple. Rendre la technologie accessible et adaptée à vos besoins avec pragmatisme. Vous avez peut-être déjà travaillé avec des ESN, des agences web peu convaincantes, ou de simples freelancers. Et vous connaissez la musique, un prix exorbitant, des délais qui ne sont pas respectés, une communication qui ne marche plus, tout ça pour à la fin un résultat qui n'est pas très convaincant. Chez Pixelysium, notre approche est totalement différente. Si vous aimez notre façon d'expliquer Bitcoin, vous allez sûrement adorer travailler avec nous sur vos projets de développement. Notre devise est simple. Concentrez-vous sur l'essentiel et nous nous chargeons de la technique. Durant 4 années passées dans le conseil à Paris et à Genève, nous avons accompagné de nombreux clients tels que les groupes de luxe Kering et Richemont, ainsi que la Fédération française de rugby, et on s'est même attaqué aux entreprises publiques comme la BPI et EDF.
Mais ce n'est pas tout, nous avons également plein de réalisations à notre actif, je vais pas toutes vous les citer ici, mais je vais quand même vous donner une petite idée. Une application mobile de streaming de vidéos privées Scanderia pour Idriss Aberkan, la plateforme de gestion des ventes et des affiliés pour Consensus Network, de nombreux sites web modernes et dynamiques, des boutiques en ligne, des SaaS, des logiciels, bref, à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Bon, et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez visiter notre site web pixelysium.com ou cliquer sur le premier lien dans la description qui vous permettra de transformer vos idées en réalité en réservant un appel 100% gratuit avec nous, et vous pourrez donc nous faire part de vos idées ou de vos problématiques. Pour ensuite essayer de comprendre l'humain, un peu comme le ferait un gauchiste wokiste aujourd'hui. Alors que je pense que c'est absolument pas ce que tu voulais dire, c'est justement en fait comprendre l'humain et les structures qu'il va créer. C'est l'interaction de fait dans un système entre les différentes variables. Ouais. C'est ça que je mets derrière systémique. Ok. C'est l'analytique, c'est vraiment la division. Tu vas dans un sous-domaine et tu vas analyser, découper. Lise, c'est découper. Et systémique, bah, c'est l'analyse d'un système, quoi. L'humain, c'est un système. Un pays en soi, c'est un système. Enfin, et donc, quand tu comprends ce qu'il faut pas faire avec un humain, tu comprends aussi ce qu'il faut pas faire avec, en quelque sorte, un État. C'est fait au burin, là, la façon dont je le dis, mais l'idée est derrière, quoi. Et souvent, on a tendance à confondre systémique et holistique. Holistique, c'est prendre du recul et aborder la chose dans sa globalité. Systémique, c'est considérer les interactions entre les sous-systèmes qui composent un système. Mais tu peux avoir une approche qui est à la fois holistique et systémique. C'est vraiment deux trucs différents, et souvent, je trouve que c'est confondu. C'est amalgamé. Ok, ouais, c'est vrai que quand tu me dis systémique, j'ai l'impression que d'un coup tu vas voir tout le système. En fait, tu parles de tous les petits systèmes qui créent des relations entre eux. Ouais, ok. Ok, et l'État, c'est quel genre de système? L'État, c'est un système extrêmement complexe qui est beaucoup plus doué pour parasiter la valeur que pour la créer, et qui aime bien avoir le monopole du pouvoir, de la violence, et qui s'installe, j'ai l'impression, sur la flemme cognitive des individus, puisqu'il prétend se supplanter à leurs responsabilités individuelles, finalement. J'ai envie de te dire, à la base, est-ce que... à la base, comment ça fonctionnait? Il y avait le système humain, il y avait le système tribu, et il n'y avait pas grand-chose au-dessus. Ensuite, on s'est organisé à des niveaux plus complexes, et le système étatique a vu un peu le jour, mais à la base, c'était quand même beaucoup moins lourd, beaucoup moins complexe et beaucoup moins dépensier que ce qu'on a aujourd'hui, quoi, dans la plupart des pays. Mais qu'est-ce que tu entends quand tu demandes quel genre de système c'est? Est-ce que c'est un système vertueux ou plutôt vicieux? Ouais, déjà, vous en avez quoi comme vision Est-ce que pour vous, déjà, c'est un mal nécessaire? C'est peut-être Non, pas pour moi, clairement. Moi, je pense que c'est plutôt un système vicieux, justement. Dans le sens où tu sais, on n'arrive pas à prendre des décisions. On part du principe qu'on n'arrive pas à prendre des décisions sur des micro-cas. Et donc, on le délègue à une espèce de puissance qui pourrait, soi-disant, le faire mieux à notre place. Ce qui n'a aucun sens. Il y a un espèce d'impensé à cet endroit-là de la structure est plus puissante que l'humain individuellement. Il faut le démontrer, en fait, ce truc-là. Et donc, déjà, à ce niveau-là, ça marche pas. Et au niveau de l'interventionniste uniquement par la volonté, il y a un truc où, en fait, ma volonté maintenant, par exemple, je dis l'année prochaine, on va aller par là. En fait, si j'ai pas en permanence une connexion avec ce qui se passe, je pourrais pas me réadapter. Et le fait d'avoir... l'État, c'est un peu comme si c'était un paquebot énorme qui pouvait pas prendre des bonnes décisions parce qu'il n'y a pas de rapidité. Et tu peux pas le faire tourner en l'espace de une seconde parce que là, il y a besoin de prendre telle décision et que l'individu, lui, peut le faire, par exemple dans son métier, à son échelle individuelle. Il réagit aux variables de l'environnement, sauf s'il est complètement... sauf s'il est totalement dans la peur, justement aussi, parce que la peur, elle empêche de voir ce qui se passe. Et donc, à ce niveau-là, l'État, c'est un système, selon moi, parasitaire, parce que ça empêche de prendre des décisions qui seraient fructueuses, justement. Mais tu penses qu'il y a quand même une légitimité à une certaine forme d'État ou aucune? Parce que, est-ce que si on admet et on constate qu'en fait l'État est présent partout, il n'y a quasiment pas une région sur Terre qui n'est pas à un moment qui s'est pas constituée autour d'un État,
Est-ce que c'est pas au final un peu comme critiquer le patriarcat et de dire pourquoi en fait on ne devrait pas marcher sous un matriarcat? Et est-ce qu'en fait c'est pas juste la construction logique avec les éléments présents, le niveau technologique qu'on a acquis aujourd'hui qui fait qu'en fait le système d'organisation le plus efficient aujourd'hui c'est un système étatique? Bah, peut-être, c'est pour ça que je ne refuse pas l'État en soi, dans le sens si les gens en ont besoin, si l'État est là, c'est que les gens en ont besoin. Si les gens en auraient plus besoin, au bout d'un moment, l'État s'effondrerait. Bon, il y a du vampirisme, il y a de l'influence de masse, il y a ce genre de truc qui fait que une chose peut perdurer plus longtemps que le besoin réel, mais pour autant, au bout d'un moment, quand on n'a plus besoin d'une chose, la chose s'effondre. Tu peux pas maintenir artificiellement indéfiniment. Si tu fais dans la publicité ou des choses comme ça, t'influences des gens tu convaincs des gens qui hésitent. Tu convaincs rarement des gens qui n'ont pas une envie à un endroit. C'est tu vas chercher l'envie et tu vas l'attiser. Et donc l'État à cet endroit-là, j'ai pas un refus de l'État dans le sens où si la plupart des gens en ont besoin, bah voilà. Mais pour moi, c'est un peu justement le dernier mythe un petit peu qu'on n'aurait pas fait s'effondrer. Et c'est vraiment, Et sacrément puissant. il est conservé ce mythe parce que on conditionne les gens à être persuadés qu'ils ont besoin de l'État. Et comme tu l'as dit, tant que les gens en ont besoin, l'État perdure. C'est vrai. Les gens sont persuadés d'en avoir besoin globalement. Est-ce qu'au fond, ils en ont vraiment besoin? Peut-être que certains d'entre eux, oui, parce qu'ils seront jamais capables d'exprimer de la vraie responsabilité individuelle et de combler leurs besoins par eux-mêmes. Et là, la sélection naturelle est censée intervenir à cet endroit-là. Et la responsabilité individuelle, tu l'acquiers en te confrontant à ce qui se passe au fur et à mesure, quoi. Ça vient pas du jour au lendemain, en fait. Après, on peut aussi questionner le fait de donner sa responsabilité tout de suite à l'échelon le plus haut, entre guillemets, de la pyramide et pas passer d'abord par sa famille, sa communauté locale. Pourquoi Non, parce que je pense que voilà, toute la population n'est pas faite pour être totalement en mode full entrepreneur, YOLO. Mais t'es pas obligé tout Mais de suite t'as un juste milieu entre les deux. Oui, c'est ça, C'est-à-dire que si jamais toi, tu as envie d'avoir justement un père, un mentor, tu peux aller le chercher. Un père qui soit un père symbolique, j'entends derrière. Quelqu'un qui vient de structurer, qui vient un patron, quoi, en fait. Clairement, t'es pas obligé de... C'est pas parce qu'il y a plus d'État qu'il y a plus de mentor, en fait. Moi, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure du temps que j'ai passé à m'intéresser à tout ça, j'en suis plutôt arrivé à me dire que ne pas avoir d'État, c'est pas forcément une solution viable, parce qu'en fait, le niveau de responsabilité individuelle est pas suffisamment élevé. Et je pense pas qu'il puisse l'être. C'est pour ça que je suis plutôt minarchique que anarcho-capitaliste, personnellement. Je pense qu'il faut un minimum de cadre, parce que le QI moyen est ce qu'il est. En fait, je le résume à ça, mais je suis un peu... Je suis même pas sûr que c'est un lien avec Pour moi, le QI, moi. ça n'a pas de rapport avec ça, dans le sens où si le QI était vraiment facteur de survie, tu prendrais il y a des tribus, en fait, tu mesures le QI, ils ont 60-70 de QI, et pourtant, et nos ancêtres, c'est pareil, en fait. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'intelligence n'est pas forcément le premier facteur de survie. Ça accroît ton espérance de vie ou de ce genre de truc, mais t'es pas obligé. Moi, par contre, pourquoi passer plus par une minarchie? Parce qu'il y a besoin d'une transition. Et parce que y a un truc où le sevrage est violent, quoi. Si toute ta vie, t'as eu un père et qu'on te balance du jour au lendemain à l'eau, t'apprends pas à nager, tu te noies, en fait. Ou tu flippes, tu crées un traumatisme, ou tu crées un truc qui est pas cool, en fait. Donc, peur, on a trop de résistance au changement. D'où le fait d'avoir des intermédiaires. Mais tu dis... t'as des tribus avec des tribus qui survivent très bien dans un monde un peu complexe. Je me dis, dans un monde où la survie passe par la capacité à générer de la valeur financière, dans ce cas-là, c'est beaucoup plus exigeant en termes d'intelligence pour pouvoir survivre en étant responsable et en misant sur soi. Donc en fait, je crois qu'on a créé un monde tellement complexe que aujourd'hui, la solution anarcho-capitaliste, pour moi, elle peut pas fonctionner. C'est une utopie. Je la trouve séduisante, mais pour moi, c'est pas applicable. Moi, je le trouve pas applicable aussi parce que j'ai l'impression que les gens ne veulent pas être libres. Non, ça coûte trop cher d'être libre, on en a parlé il y a pas longtemps. C'est juste, pour moi, c'est juste ça. C'est qu'aujourd'hui, tu proposes aux gens ça, ils te disent non. La liberté, ça fait paniquer les gens, parce que ça implique de devoir assumer tout soi-même. Ouais, c'est ça. Et au final, moi, c'est un sujet dont je voulais parler, c'est que, au final, on le dit souvent, d'ailleurs, il y a un peu le cliché, on dit les grands entrepreneurs, ils prennent plein de décisions, machin, et le but, c'est qu'ils réduisent le plus de décisions qu'ils prennent, c'est pour ça qu'ils mettent tous un t-shirt gris, le même jean, machin. Et au final, l'État, est-ce que c'est pas un peu ce truc qui
t'évite de prendre des décisions toute la journée. C'est comme ça Ça, qu'ils justifient leur c'est- existence. Mhm. C'est comme ça. Après, moi, personnellement, je préfère avoir le choix de prendre ces décisions plutôt qu'on me les impose. Mais au final, j'ai l'impression que pour beaucoup de gens, c'est ah oui, mais moi, en fait, j'ai pas envie de me soucier comment on va faire les routes, comment on va faire ci, comment on va prendre ces décisions. Et l'État vient se mettre là en disant ah, mais moi, je t'apporte toutes ces solutions. Donc ça donne une tranquillité d'esprit. Alors qu'en réalité, tu peux avoir des solutions privées qui font tout ça. Mais c'est là où tout le monde se fait engueuler. Parce que c'est juste un mythe, en fait. Ah oui, c'est un mythe. Moi, je défends pas l'État en disant ça, que ce soit très clair. Mais je pense que c'est comme ça que les gens le voient, en tout cas. Je pense aussi. Mais on en parlait off caméra. Mais vous pensez pas qu'il y a aussi il y a un moment une tentative de refaçonner un petit peu le cerveau avec comme maintenant c'est quasiment connu publiquement, mais des programmes un peu comme MK Ultra, Mind Control. Ça a été déclassifié, hein, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. MK Ultra, maintenant donc, c'est connu. On a vu aussi avec les trucs de où il y avait la CIA qui était rentrée dans tous les médias américains et européens avec l'opération Mockingbird. Mhm. Genre, il n'y a pas un moment quand même où ils essayent de justifier. Ils font tout pour. Ouais, non, mais justifier leur existence et vraiment créer une sorte de dépendance et te briser en fait, comme un enfant. Parce que ils ont besoin de nous. C'est comme un parent toxique a besoin de son enfant et vient se nourrir chez son enfant. Au lieu c'est ça la toxicité, c'est de faire l'inverse. Là, il y a une perversion. C'est-à-dire que là où le parent est censé donner à son enfant, donc l'État à ses enfants, en quelque sorte, bah là, il vient prendre. C'est l'inverse. Et c'est l'État qui survit sur et des classes, en fait, des classes sociales dominantes ou ce genre de trucs. Donc, clairement. Et il y a une volonté de conserver le pouvoir à ce niveau-là. Il y a une volonté d'influence des masses parce que, en fait, la mentalité, justement, c'est celle-là, celle que tu décris, de les gens sont pas capables de prendre des décisions par eux-mêmes. Donc, c'est des trous du cul. On va prendre les décisions à leur place. Donc, on va les déresponsabiliser. Sauf que, du coup, même avec... en l'assumant pleinement, sous couvert de démocratie. Oui, mais clairement, j'en parlais aussi en off. Je parlais d'Édouard Bernays. Édouard Bernays, c'est le neveu de Freud. C'est un des mecs qui a le plus influencé le dernier siècle. À partir des années 30, vous avez déjà dû entendre parler au niveau de la cigarette. Il a fait fumer les femmes, ce genre de trucs. C'était lui. Ouais. Il a changé le bacon et les œufs en faisant des processus d'association. En fait, lui, c'était le neveu de Freud. Il a compris la psychanalyse et c'est lui qui a créé les premiers cabinets d'influence, en gros. Ça a été le premier mec à vraiment faire tout ce que font en soi McKinsey ou des cabinets comme ça. Parce que derrière, en fait, j'avais regardé une interview de lui il n'y a pas si longtemps. Lui, il est décédé depuis 20 ans, je pense, quelque chose comme ça. Puis il est mort assez vieux, il y a une centaine d'années. Donc même quand tu es une sangsue, tu vis longtemps. Et le karma n'existe pas, je suis désolé. Et une longue existence horrible. Oh, ouais, mais peut-être. On peut se rassurer comme ça. Mais je suis pas certain. Je pense que c'est rien avec lui. Ouais. Et juste, il explique que il avait compris l'art de manier les mots. On les appelle les spin docteurs. C'est pas pour rien. C'est parce que comprennent que si tu mets le mot docteur, derrière les gens ils mangent. Faites-leur manger le mot et ils mangeront la chose. Spin docteur, c'est genre ils te retournent le cerveau, c'est ça, ouais, c'est ça. Ils te font changer d'axe. Mais justement, pour moi, ils font pas vraiment changer d'axe. Peut-être que sur des dizaines d'années, ils font changer d'axe en fait, parce que des micro-influences cumulées font que. Mais moi, j'ai ce truc de tu peux pas convaincre quelqu'un de. Si jamais quelqu'un n'aime pas les choux de Bruxelles, tu lui fais bouffer des tas de choux de Bruxelles, au bout d'un moment, il aimera pas. Tu vois, tu vas jouer sur en fait, le côté. Très souvent, c'est je m'interdis et je vais m'autoriser. Et tu vas déclencher, tu vas casser la morale chez les gens, tu vas casser l'éthique pour les faire aller vers. Et donc, mais sur des dizaines d'années, du coup, il y a de l'influence réelle. Mais sur des micro-décisions, il n'y a pas une manipulation. Tu cèdes à tes désirs, en fait. C'est juste accompagner un mouvement qui est déjà là. Et l'objectif de ce mec-là, Édouard Bernays, c'était de créer une société autour du désir. Parce que le raisonnement derrière, c'est si les gens sont occupés à bouffer et à baiser, et à acheter et à consommer, il n'y a pas de guerre. Le raisonnement n'était pas con, en fait. Le raisonnement n'était pas con. On a ça et on a des guerres. C'est une affaire comme tout le monde, en fait. Mais parce qu'il y a un appauvrissement aussi. C'est-à-dire que ça fait 20 ans que ça décroît et ils n'avaient pas prévu que ça décroît, en gros.
Et ils ont basé toute la société sur un truc à très court terme, c'est-à-dire t'alimentes le désir des gens frénétiquement. Comme ça, ils se soucient pas des décisions qu'on prend à leur place. Ils ont à manger, ils ont le frigo plein. Donc tant que les gens ont le frigo plein, tant qu'il n'y a pas de douleur, les gens changent pas réellement. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Il a vraiment expliqué ses théories et ses pratiques et ce qu'il faisait, genre tout son travail comme ça en fait. Comment ça, comme ça? En justifiant que c'était pour éviter la guerre. Mais pour moi, la plupart des gens veulent le bien. C'est juste qu'ils ont des façons très destructrices parfois d'y arriver, et très interventionnistes, très Enfin, mais la plupart. Moi, j'ai pas cette vision du méchant justement. J'ai vraiment pas cette vision du méchant. J'ai pas rencontré personnellement, et même les gens que j'accompagne, j'ai rencontré des gens qui souffrent. J'ai pas rencontré de gens méchants en fait. Et t'as des gens détruits à la tête des États aussi, qui veulent sauver ou qui veulent être rejoints, parce que c'est des enfants brisés. Et on a une volonté grégaire d'être toujours rejoints, d'être dans un groupe et tout ça. Et sauf que si t'es détruit, je vais te faire venir dans mon cercle de destruction, tu vois. Donc, Comme ça, je pourrais me sentir proche de toi. voilà, c'est ça. On sera ensemble au moins, tu vois. Il y a cette volonté, il y a plein de mécanismes derrière. Il y en a plein, vraiment. Moi, il y a un truc aussi qui m'a fait... À une époque, quand j'ai découvert tout ça, quand j'ai mis un peu de lucidité sur tout ça, je me suis dit, mais comment est-ce que les gens qui sont à la tête des États peuvent faire preuve d'autant d'immoralité, de cruauté, de violence? Et je comprenais pas, ça m'échappait. Donc déjà, ensuite, j'ai réalisé que de leur point de vue, ils font le bien. Même un mec comme Klaus Schwab est persuadé qu'il fait le bien. Et il y a un autre truc qui m'a servi de révélation, c'est quand j'ai lu Henri Laborie, qui est devenu un peu ma source d'inspiration numéro 1, c'est que l'humanité s'organise en échelle de dominance hiérarchique. Ça a toujours été comme ça. Et aujourd'hui, les gens qui sont à la tête des États, ou qui vivent de l'État, sont en position de dominance hiérarchique. Et en fait, un être humain dicté par ses instincts de survie n'a qu'une motivation profonde, c'est conserver ses privilèges, conserver sa place de dominant, et conserver ses privilèges, parfois à tout prix. En fonction de son niveau de perversité, du niveau de perversité dont il est capable de faire preuve, ça va être à tout prix. Au prix du sacrifice de l'autre, au prix du sacrifice de la société, de la vie en société, de la fraternité, de l'égalité. Tant que lui peut conserver ses privilèges. Et en fait, quand j'ai réalisé ça, je me dis, ok, ils ne font que suivre leurs instincts, leurs pulsions et leurs désirs. On en vient à cette notion. Et donc, il n'y a pas forcément d'intention de détruire, mais il y a de la destruction. Je nie pas la destruction, je nie pas le mal qui peut être fait ou ce genre de truc. Et puis, il y a du parasitage. Ouais. Et parfois, on en voit certains qui sont persuadés d'être à une place légitime, qui n'ont aucune conscience de comment les gens du quotidien vivent, mais ils vivent comme des parasites. Ils n'ont jamais créé de valeur de leur vie. Et ça Pose alors, pas on de n'a problème. jamais à l'idée que ça puisse être problématique. Mais ça c'est le pire, je trouve. En fait. Leur propre système les convainc qu'ils sont dans le bien et qu'ils sont à leur place et que de toute façon, mais pourquoi ça devrait être faux? Ces gens-là, ils sont foutus. Tu peux rien faire pour eux. Et le problème, c'est que si tu viens leur expliquer que c'est des parasites, tu te prends une droite. Et parce qu'il faut pas le faire de cette façon. Mais j'ai du mal. Tu viens amener les... Non mais je comprends, tu vois, genre au bout d'un moment, quand le mec il détruit la vie de millions de personnes parce qu'il fait des choix de merde, il détruit la vie de millions de personnes. Ouais. Donc, Non mais juste expliquer à un fonctionnaire que c'est un parasite. Ouais. C'est dur. Hein. je trouve qu'au final, Marvel, ils ont fait un beau travail. Wow. Non mais c'est que le méchant de Thanos, genre il est vachement profond au final. Et je trouve qu'il image bien ce phénomène où en fait t'as un mec qui est persuadé de faire le bien. Okay. Et moi, juste pour rappeler l'histoire, mais qui essaie de récupérer les 5 gemmes là, de l'infini, pour avoir le gant et pouvoir faire le snap. En fait, et c'est un Malthusien en fait. Ouais, c'est ça, et pour tuer la moitié de l'univers. Et en fait, il avait raison. Genre, si tu étudies le truc, c'est que vraiment l'univers allait s'écrouler, c'est dans les théories de Marvel, et que en fait, on va arriver à une surpopulation et l'univers entier va mourir. Et en fait, lui, il essaye de retarder ça et d'être dans un cycle. Mais il est persuadé d'avoir la vérité, alors qu'il y a peut-être des vérités alternatives. Des vérités alternatives et un réel alternatif. Et le truc, c'est que justement, pour revenir sur les décisions que l'État va prendre des décisions sous couvert de prédiction, et nos capacités à prédire l'avenir, on l'a rationalisé, mais en fait, derrière, c'est comme les devins qui regardent les mouettes et qui disent « Ah, il y a des mouettes, il va pleuvoir. » Enfin, on galère en fait. Tu regardes au niveau des études, la prédictibilité,
on est nul, on est très nul. Et on se trompe à des micro-variables et on fait des erreurs de calcul qui font le scénario inverse. Sauf qu'on base toutes nos décisions par rapport à des modèles prédictifs. Et les modèles, c'est Nassim Nicolas Taleb, je ne sais pas si vous connaissez, dans Le Signe Noir, il parle énormément de ce truc-là, justement. On base nos modèles prédictifs sur des démarches sur le passé, en fait. Et sauf que les événements du monde sont ponctués d'événements de signes noirs, d'événements imprévisibles. Et donc là, l'univers de Marvel et tout ça, c'est vraiment... ça représente bien la vision qu'on a, comme si on pouvait vraiment savoir ce qui allait se passer demain. Je ne sais pas si le soleil va se lever demain, en fait. Je peux le déduire. Enfin, non, c'est pas le déduire, c'est... Putain, j'oublie tout le temps le nom de... Non, c'est juste que comme il s'est levé 1000 fois, tu vas te dire que demain il va se lever, mais en fait, t'en sais rien. Tu sais pas quelle variable va pouvoir impacter le soleil. Tu sais pas s'il y a un truc en dehors du système solaire qui va l'exploser. T'en sais rien. Juste, tu te bases sur le passé, tu te dis, bon, ça a l'air probable que demain il se lève. Mais en fait, le principe du signe noir, c'est que ta courbe, elle est là, elle est prédictible, linéaire, et puis du jour au lendemain, il y a un effondrement. Ça demande d'intégrer l'incertitude et le chaos. Et puis surtout qu'il n'y a aucun système plus chaotique que les interactions humaines. Oui. Quand même, s'il y a bien un truc qui est dur à modéliser, c'est les interactions entre êtres humains. On est imprévisible par nature. C'est pour ça qu'en Et le climat psychologie... Oui, mais c'est des systèmes complexes, en fait. Ouais. Tous les systèmes complexes sont impossibles à modéliser parce que c'est des systèmes vivants. Et quand tu modélises un truc, tu le tues, tu l'imprimes. Donc tu le poses sur un papier, sauf que demain, il y a une nouvelle variable qui est rentrée dans ton système. Et Tu dois faire ça, c'est la peur. on a toujours eu des auras, des gens qui allaient prédire, parce qu'on a toujours fonctionné comme ça, parce que ça nous rassure. On préfère avoir un scénario pourri, mais qu'on connaît, tu vois, plutôt qu'une absence de scénario. Donc tu veux dire que par exemple le scénario comme quoi en 2050 on va tous brûler sur Terre, on fait ça au final pour se rassurer. Même si ça fait flipper sur le papier, on essaie de faire ça pour se Au rassurer. moins, on sait ce qui se passe, tu vois. Ok. Il y a un truc où vraiment, on préfère des réalités de merde qu'on connaît que de l'imprévisibilité pure et dure. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est flippé avant qu'il y ait un conflit avec quelqu'un, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer ou ce genre de truc. Et en fait, généralement, ça se passe et après on se dit, bon, ça allait. Mais c'est vraiment la peur de l'événement, quoi. Et si on sait ce qui se passe, si quelqu'un nous dit, t'inquiète pas, mon fils, il va y avoir... Non, en fait, tu vois, genre... Et on préfère vraiment ce scénario-là. Et est-ce que c'est... J'ai l'impression que c'est vraiment là qu'intervient au final la foi, quelle qu'elle soit, mais que, comme tu disais, voilà, la foi que demain il y aura bien le soleil qui va se lever, que le monde tournera encore rond, et que en fait on peut mettre de côté la peur pour un sentiment plus... En fait, c'est pour moi, c'est au bout d'un moment, c'est t'as pas canalisé tes angoisses de mort. Je dis pas que j'ai canalisé les miennes, j'en sais rien. Peut-être qu'à un moment je retrouverai d'autres trucs. J'ai fait un gros travail sur moi, mais peut-être qu'un jour je retrouverai un truc et je me dirai putain, j'ai encore peur. Parce que on ne sait pas par nature ce qu'on sait pas. Donc je garde de l'hygiène ici et je verrai. Mais je peux me dire que le soleil se lèvera pas demain parce que je peux me dire que je vais mourir aujourd'hui et ça irait en fait. Tu vois. Je pense que la plupart des gens qui ont beaucoup de pouvoir ne peuvent pas se le dire. C'est pour ça qu'il y a du transhumanisme dans des hauts milieux, parce qu'il y a un refus de... Il y a un fantasme total du transhumanisme. Ouais. C'est un refus de la mort, en quelque sorte. C'est une fuite, tu veux t'augmenter, tu te refuses, en fait. C'est de ça dont vient la plupart de la souffrance humaine. C'est le refus de parties de soi, de soi. La partie vulnérable, la partie... on va vieillir, on va mourir. Ceux qui... Je pense que la plupart des gens qui dirigent n'ont absolument pas accepté ça. Ils sont blessés à un endroit, ils sont en panique. Et vraiment, ils pensent bien faire. Sauf que, objectivement, ils font n'importe quoi. Mais ils font surtout dans leur intérêt. Il y a aussi ce récit là que je trouve intéressant, c'est de réussir à installer une hypnose et à installer l'idée que, chez tout le monde, que l'État est là pour ton bien et qu'il va toujours te faire passer avant, qu'il va toujours subvenir à tes besoins. Il va subvenir à ses besoins avant, par qualité sur eux. Parce qu'il est incarné, il est constitué de gens qui ont peur, de gens qui ont envie d'avoir du pouvoir, de l'influence et du contrôle. Et ce que devrait faire tout individu, parce qu'à un endroit, on pourrait regarder l'État comme un individu, et tout individu devrait d'abord penser à ses besoins avant de penser à ceux des autres. Parce qu'au bout d'un moment, si t'as pas un surplus, tu peux pas donner. Sinon, tu t'assèches, en fait. Si jamais je te donne mon goûter mais que j'ai pas de goûter, déjà c'est pas possible. Et si j'en ai plus après, c'est chiant. Bon, tu peux te priver, tu peux te décider. Mais tu peux réellement donner que quand t'as de l'abondance en réalité.
Et donc, d'abord, c'est créer sauf que l'État ne crée pas de valeur en soi. Il la redistribue, c'est tout. Donc, Ou il l'emprunte sur le futur aussi. oui, il détruit, en fait, même Oui. au-delà de l'absence de création de valeur, il en détruit. Oui, donc oui. Mais oui, tout à l'heure, vous parliez d'un truc et c'est vrai que je trouve qu'en plus, l'État, il a une nature qui est quand même vachement spécifique et je pense que c'est l'une des seules, je sais pas comment on appelle ça, entités qui peut s'auto-entretenir avec une telle facilité. Parce qu'on peut dire, oui, dans un monde anarchable, par exemple, il y aurait des puissants, il y aurait des dominants, il y aurait ce que vous voulez. Oui. Il y aurait des gens qui dominent, etc. Mais en fait, il y a un moment où ils finiraient par crever, et assez rapidement, parce qu'en fait, si tu fais profondément le mal autour de toi, et que tu n'as pas le pouvoir légitime, la légitimité, le monopole de la légitime violence, en fait, ça ne peut pas s'auto-entretenir pendant aussi longtemps. Et en fait, l'État, c'est un appareil qui peut s'entretenir très longtemps parce que derrière lui, il a la loi et la légitimité. Bah, C'est-à-dire qu'il peut faire le mal au nom du bien et s'entretenir comme ça pendant très longtemps, du moment que, grâce à la démocratie, il y a à peu près la moitié des gens qui sont OK. Ouais. Et ça peut durer longtemps, en vrai. Ça peut durer très longtemps. Non, c'est vrai qu'un individu seul, aussi malveillant puisse-t-il être et aussi sanguinaire, le jour où il disparaît, il y a de grandes chances que ça s'arrête, quoi. Ouais, ou puis de toute façon, en fait, pour moi, il y a un moment, en fait, il se fait tuer par les autres parce que. Mais pour moi, ce que tu décris, c'est le plus gros paradoxe de l'État. C'est que dans l'idée, il est fait pour protéger les gens. Dans la réalité, les seuls qui sont vraiment, vraiment avantagés, c'est les mecs les plus riches. Parce qu'ils ont suffisamment d'argent pour pouvoir influencer l'État ou pour pouvoir faire de l'évasion fiscale. Mais toute la classe moyenne et la classe basse n'est pas du tout avantagée par l'État à cet endroit-là. Parce que l'État joue un rôle contradictoire, il est rempli par des cabinets d'influence ou ce genre de trucs, il est rempli par du lobbying, et donc à la fin, les seuls qui peuvent réellement influencer l'État et les prises des décisions pour les gens globalement, c'est les plus riches. Et donc là où c'est l'illusion de la protection du plus faible en fait, l'État. C'est la plus grosse douille de la Terre, vraiment c'est la plus grosse douille. Et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment le pire. Parce que encore quand c'est, je sais pas, une monarchie. Si à un moment il se passe des choses mauvaises, je te dis c'est eux. Genre c'est vraiment c'est le mal, voilà, qui a agi. Je vais, c'est ça. Je peux y aller. Je lui coupe la tête, j'en mets un autre, je réessaye quelque chose. Là le problème c'est que c'est impossible. Tu peux pas désigner le coupable et tu peux le Parce que c'est en permanence. c'est ça. C'est toujours nous. C'est voilà, on a voté pour ça, c'était pas la bonne décision. On va mettre quelqu'un d'autre au sein du même système qui va refaire les mêmes choses. Et en plus, il y a une inertie de fou parce que en fait, c'est tout le temps les mêmes lois. On fait juste d'ajouter, on crée des systèmes qui sont de plus en plus bloqués les uns entre les autres, comme on peut le voir avec la France. Même tu prends les localités, les régionales, les départements, la France, l'Europe, l'OTAN, les trucs. Maintenant, les organisations transnationales et tout. Genre, c'est un truc de fou. Ouais. Et ça permet de ne jamais avoir de responsabilité, de toujours la fuir, de toujours dire que bah non mais c'est le voisin en fait et tout. Et même l'État en fait la Ouais. fuit. Genre, Oui, parce que même lui l'a donné à Bruxelles, et puis Ouais, après, Bruxelles la donne c'est une à fuite en avant, Klaus en Schwab. fait. Et c'est une fuite en avant. Et demain c'est qui en fait? Peut-être qui dirige? Ça permet d'éviter de se faire désigner. Ça permet à l'État d'éviter de se faire désigner comme bouc émissaire. Aussi. Ouais. Parce que même désigner l'État comme bouc émissaire, il y a plein de gens qui vont te dire, même l'État c'est qui? C'est nous. Et il aurait raison de dire ça. Et donc on boucle. Alors, l'État, c'est nous. Ça, non. Parce que c'est, en fait, et ça, je pense, c'est un des sophismes dans lesquels les gens tombent le plus, c'est que l'État, c'est personne. Parce que j'adore cette analogie, même si elle est un peu dure, mais c'est dans l'anatomie de l'État de Rothbard, sur l'une des premières pages, il dit oui, l'État, c'est pas nous. Si l'État, c'était nous, tu prends les juifs allemands dans les années 40, qui se sont fait tuer par l'État allemand, ils se sont pas suicidés. Ça marche pas. Donc l'État, c'est pas nous. À la limite, par contre, l'argent public, c'est le nôtre. Ça, je suis d'accord. C'est plus ça que je voulais dire, mais. C'est pour ça. Mais non, mais c'est parce que les gens, après, ils se font dire oui, c'est nous. Bah non. Ouais, c'est la majorité. Bah même pas, parce que tu votes. Non, mais la majorité. Parce que l'État, le en système plus, représentatif. ouais, et encore, même ça, et, parce que je sais plus si c'est la dernière fois ou si c'était avec Bhaskar. On en parlait, mais la démocratie, c'est tellement pété. Enfin, En termes de sacrifice. ouais, c'est qu'en fait, tu as 20% des gens en France qui ont élu Macron. Ouais. Et après, on peut se dire, au moins, ça représente ces 20% quand le gouvernement prend des décisions. Mais non, parce qu'en fait,
Le gouvernement, il doit cohabiter avec d'autres gens. Il est même pas obligé de voter pour ce que les gens veulent. Donc, dans ces 20%, il y a peut-être un mec qui se retrouve représenté dans les lois et dans ce que le gouvernement va faire derrière. Mais en termes de représentativité, c'est personne. Ça représente les intérêts de personne, que de ceux qui font les lois. Et en fait, c'est... Le récit tient bon. Mais les gens sont là, mais la démocratie. Mais je pense que c'est en bonne partie C'est le fait déclinant. qu'on les perfuse dès le plus jeune âge à la cour d'éducation civique. Et donc voilà, je sais là où je voulais arriver. Le conditionnement, c'est du génie. En plus, il suffit, si tu continues dans cette voie, donc tu rends plus difficile l'école à la maison, tu avances l'âge où l'école devient obligatoire, et tu fais en sorte que les profs soient tous de la même obédience, mais tous relativement matrixés. Et le travail il est encore plus simple, il est encore mieux fait, le travail de doctrine. Et remettre en question des croyances sur lesquelles tu t'es construit, ça demande énormément d'énergie. Ouais. Si tu es dans un état de stress chronique, ça va être encore plus dur de faire ce travail de remise en question, donc tu vas... Enfin, le truc sur auto-entretien, c'est juste génial. Ouais, et c'est sur ça que moi je voulais arriver, c'est que du coup, on avait introduit en disant que l'ITA s'immisce un peu partout. Et c'est pour ça que, vu que depuis tout à l'heure, on parle quand même que c'est une machine qui s'auto-entretient, qui s'auto-alimente, on a dit, bon, la minarchie, c'est peut-être une bonne idée. Mais on peut repartir sur une minarchie et je pense qu'on finit socialiste 50 ans plus tard. Et d'ailleurs, c'est comme ça que on l'observe de partout. C'est qu'au début, on va se dire oui, la sécurité, ok, on est tous d'accord. Ouais, la justice, c'est pas mal. L'armée, sinon les autres, ils sont méchants, pas cool. Puis après, ça va être mais la santé, ouais, mais l'éducation. Ouais. Et puis tout le temps. En fait, là, ce que tu décris, c'est le problème de l'interventionnisme dans un système complexe. C'est que dès que tu interviens quelque part, tu redéséquilibres le système, au lieu de le laisser prendre le temps de trouver son équilibre. D'un point de vue psychologique, si tu interviens dans le système de l'autre, par exemple, mettons que tu fumes. Voilà, je vais te faire arrêter de fumer, ok ? Je te fais arrêter de fumer parce que c'est ton symptôme. De 10 ans, bien sûr. Ouais, par exemple. Sauf que je sais jamais quelle variable derrière la cigarette il y avait qui te donnait qui créait le besoin de fumer, tu vois. Ça se trouve, t'as perdu quelqu'un, ça se trouve derrière... et je peux trouver quelques variables, tu vois. Je peux aller bien faire le travail, c'est-à-dire un hypnotiseur qui ferait bien le travail, il essayerait au moins d'aller trouver quelle variable il y a derrière pour savoir si, ok, bon, on a éliminé la plupart des causes du symptôme, logiquement, ça irait. Sauf que t'es jamais sûr qu'il y a d'autres causes. Donc, à chaque fois que tu vas intervenir, tu vas déséquilibrer le système, en fait. Et donc, l'État, ça marche de la même façon. Là, tu vas intervenir à un endroit, du coup, tu déséquilibres un autre, du coup, tu reprends l'argent là, tu le renvoies là, et puis, du coup, tu déséquilibres ici. Et en fait, les systèmes vivants marchent sous un principe homéostasique. Henri Laborie, d'ailleurs, je pense qu'il en parle pas mal aussi. C'est l'homéostasie, c'est l'état d'équilibre justement d'un système. C'est le retour à l'équilibre. Tout système va trouver un point d'équilibre sur lequel il va pouvoir vivre. Et sauf que pouvoir intervenir en permanence, c'est déséquilibrer tout le temps l'homéostasie et on cherche par notre volonté à rééquilibrer en permanence. Sauf que en fait, tu détruis un système comme ça. T'es tout le temps en train de... Et du coup, tu pars d'une minarchie et puis tu finis en système socialiste. C'est ce qu'on voit pas de Bastia, ou pour ceux qui l'ont pas lu, je vous invite à le lire, où en fait, il y a tout ce que tu vois. C'est-à-dire, je veux résoudre ce problème, mais ce que je vois pas, c'est tous les effets de bord que tu vas avoir derrière. Et là, ce que tu démontes aussi, d'une certaine façon, c'est toute la théorie keynésienne. Bon, nous, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'économie sur cette chaîne, mais c'est qu'il y aurait des déficiences de marché. Quel hubris c'est de dire le marché n'est pas efficient, je suis plus intelligent que lui. Voilà. Ouais. Et en gros, moi, de ma haut placé, n'ayant aucune connaissance du marché en question, peu importe ce que c'est, je vais trouver une solution. Je remettrai en perspective, c'est en ayant quelques connaissances, mais en ayant des connaissances qui sont très limitées, avec une infinité de variables derrière que tu ne contrôles pas, tu vois. Quand tu es tout le temps de Dunning-Kruger et que tu as du pouvoir, et que tu es élu, tu peux faire de gros dégâts. Ouais. Et ça me fait penser à un truc, on dit souvent que le libéralisme, ça marche que si on en met partout en même temps. Si tu fais à moitié du libéralisme, ça foutra le bordel. On est sur le même concept. Par rapport à l'effet Dunning-Kruger, ce que tu dis, c'est l'illusion de savoir. Et c'est genre, tant que t'as pas assez bossé un sujet, tu te rends pas compte que tu comprends rien. Et sauf que avec cette illusion de savoir, tu vas prendre des décisions, alors que si tu arrives à un stade plus avancé, tu te dis, ok, c'est 1000 fois plus complexe que ce que je pensais. Et du coup, je peux pas librement intervenir dans ton système, sinon je fous le bordel, en fait. En fait, normalement... Il faut être humble pour accepter ça. Ouais. C'est ce que j'allais dire, je voulais vraiment reboucler et ça fait peur. Les gens qui ont du pouvoir, c'est ceux qui le voulaient.
Et quand tu veux du pouvoir, c'est difficile d'être humble. Enfin, C'est ce dont on parle pas mal, c'est là ce que tu dis derrière, ça peut être un peu une recherche de volonté de puissance, voilà, la conquête du pouvoir, quoi. C'est moi je veux avoir la plus grosse. Sauf que il y a tu peux partir d'un espace intérieur de je veux la plus grosse parce que je me sens tout petit, tu vois. Et donc c'est vraiment dû à une peur à la base. C'est pas dû à je vais jouer à avoir la plus grosse et vas-y je vais essayer d'être premier et ça m'amuse. La plupart des gens qui veulent avoir la plus grosse en général, c'est que ouais, d'ailleurs, bon, je sais pas pourquoi ça me vient en tête comme ça. C'est Orelsan que j'écoute plus depuis 6 ans, mais qui dit ça dans genre vouloir être premier, c'est pas avoir confiance en toi, tu vois. Et en fait, c'est clairement ça derrière ce truc-là, quoi. C'est Et comment on fait monter les bons là-haut? C'est quoi le système? bah, écoute, il y a des gens magnifiques comme Étienne Chouard qui disent qu'il faut faire du tirage au sort. Je suis pas trop de cette école-là. Pause du tirage au sort, j'ai pas. Étienne Chouard, Il veut pendant faire quoi, longtemps, en a défendu le fait de tirer au sort les dirigeants. Parce que selon lui, si tu veux le pouvoir, c'est déjà un mauvais signe. Il faudrait avoir comme décideur des gens qui ne veulent pas avoir du pouvoir. Je peux comprendre le raisonnement. C'est une bonne idée de merde. et puis de toute façon, le pouvoir finit par corrompre. Donc si t'as pas une énorme rotation dans le Franchement, pouvoir et que les mecs restent pas prêtre plus de... président, il finira par faire de la Pour moi, il faut laisser les gens qui sont fondamentalement faits pour diriger, il faut les laisser diriger et prendre le pouvoir. Seulement, il faut rendre impossible la corruption. Et rendre impossible la corruption, je pense que blockchainiser tout ça, ça peut aider. C'est là où moi je suis pas convaincu, c'est que je pense en fait qu'il faut juste arrêter, enfin, presque arrêter avec la notion de on accorde du pouvoir ouais, en fait c'est presque ça. C'est soit le pouvoir il arrive et c'est un roi qui s'impose et c'est une monarchie et d'un point de vue utilitariste, il y a des gens qui vont se dire c'est acceptable. Il y aura des trucs pas cool quand même parce qu'il y a quand même des gens qui vont être sacrifiés. On en parlait avec Bascar dans notre vidéo. Et ouais, c'est vrai. Mais toujours moins que dans une démocratie, à mon sens en tout cas. Parce que je préfère avoir une dictature d'un roi qui nommera son fils et qui a quand même intérêt à ce que dans 20 ans on soit encore là, que plutôt que ce soit Macron qui nomme un pote qui vont faire raisonnement une est rotation tous les 4 ans. Mais c'est moins pire et c'est purement utilitariste. Parce que l'horizon de temps n'est pas le même. Déjà, au moins. Mais après, ça reste comparé de la merde et du caca. C'est vraiment... Enfin, après, t'as pas forcément... Si le roi passe à son fils, tu sais, en soi, tu vis pas dans la société. Tu vis dans ta société, dans ta représentation. Donc, s'il peut faire des dégâts énormes, il n'y a pas de souci. Donc, je comprends le raisonnement, mais la monarchie... bancal, hein. Ça reste pas beaucoup. Le seul truc, c'est que... Ça marche pas, tu sacrifies après, tellement de personnes. Ça a quand même marché plus longtemps que la démocratie pour l'instant. Et c'est pas effondré non plus. Tu vois, les guerres, les rois, en fait, il y a eu plein d'effondrements, de reconstructions, d'effondrements, de Oui, non, mais reconstructions. c'est que le système monarchique a été pour l'instant, entre guillemets, a fait plus l'épreuve du temps. Ouais. Oui. Après, peut-être que dans 1000 ans, la démocratie sera encore là et je suis en train de dire de la merde. Ouais. Ce qui est pas faux. Ça dépend du niveau de violence et de sacrifice que tu tolères et à quel point la violence est visible ou pas. C'est tout aussi violent de prendre aux gens 3/4 de la valeur qu'ils créent, c'est juste moins spectaculaire que de trancher des têtes. C'est vrai. Parce que tu vois, je suis un État. Je veux me maintenir en vie. Soit j'hypnotise les gens depuis leurs 3 ans grâce à l'éducation nationale et comme ça je peux leur prendre la plupart de la valeur qu'ils créent et survivre sur leur dos. Soit j'ai pas ce pouvoir-là parce que j'ai pas fait le travail de conditionnement suffisamment bien. Et si je veux me maintenir et prendre et voler de la valeur, voler de l'énergie, voler de la richesse, je vais piller le pays voisin. C'est 2 approches différentes qui impliquent des formes de violence différentes. Ouais, mais je pense qu'en fait aujourd'hui il y a aussi un truc qu'on a du mal à capter, c'est que on compare aussi des époques qui sont pas similaires et aujourd'hui, j'ai envie de dire, l'État il ne peut se maintenir comme ça que en rendant les gens esclaves concrètement. En gros, tu travailles pour moi, 60% de ce que tu gagnes, ça finira par finir chez moi. Et en fait, il faut que les gens ils aient une forme de consentement. Parce que s'il n'y a pas de consentement et que c'est fait sous la contrainte, comme la contrainte d'un seigneur, d'un roi, de quelque chose de beaucoup plus violent, je pense que ça passerait juste pas du tout. Et tu serais obligé de descendre beaucoup plus bas en termes d'extraction de valeur que tu as auprès des gens. Là, c'est l'hypnose intervient. Parce que Bitcoin intervient. On est sous le seuil de la conscience en termes de... C'est quoi le mot que tu as utilisé de...
je sais plus. On contraint les gens sans qu'ils en soient conscients. Plutôt que de les contraindre par la violence directe. Mais je pense que c'est le seul moyen pour que ça marche aujourd'hui. Oui, Parce qu'aujourd'hui, avec les technologies de l'information, le fait que les gens sont mobiles, avec Bitcoin, t'en parlais aussi. Et nous, on met souvent en avant la thèse de l'individu souverain, qui est un livre qui n'a pas encore été traduit. Donc, si vous lisez pas l'anglais, ça va être compliqué. Mais qui dit que oui, en fait, il y a potentiellement un monde. Bon, c'était un livre qui a écrit, c'était en 97. Qui a écrit ça déjà, le survey? C'est deux gars, j'ai oublié leur nom, mais au début, ça vient d'une thèse d'un autre gars qui a fait juste genre 7-8 pages sur le sujet. Après, ils ont essayé de faire l'histoire vraiment de l'économie de la violence et comment, en fait, les sociétés humaines se sont structurées autour de comment on se protège et de la violence. Et donc, aujourd'hui, on est arrivé à un niveau technologique avec les armements et tout, où en fait, le meilleur moyen de protéger son industrie, ses terres et tout, c'est de se mettre sous une structure étatique. Et que si demain, avec l'économie du cyberespace, si d'un coup elle se dématérialise et qu'il y a de plus en plus de ressources qui sont en fait informationnelles et plus vraiment terriennes, et on va pouvoir se défaire de l'État parce que d'un coup les grosses richesses vont plus être implantées sur un sol et elles n'ont plus besoin de la protection de l'État. Et elles se font beaucoup plus difficilement taxables aussi. C'est ça, exactement. Surtout si elles ont une monnaie numérique. Ça rejoint les travaux d'Henri Laborie qui dit qu'avant, l'échelle de dominance hiérarchique dans les sociétés humaines s'organisait en fonction de la capacité à faire preuve de violence et d'agressivité. Alors qu'aujourd'hui, on est sur un modèle où l'échelle de dominance hiérarchique s'organise en fonction de la capacité à maîtriser une information complexe. En fonction de la complexité de l'information que tu es capable d'appréhender. Et c'est vrai. Et ça rejoint ce que je disais tout au début, à savoir qu'aujourd'hui, l'intelligence est plus importante qu'avant, est un facteur plus important qu'avant pour réussir à se démerder, quoi. Je suis d'accord, mais l'intelligence n'est pas un critère de réussite pour autant ou de réussite jusqu'à un certain seuil, parce que en fait c'est pas l'intelligence, la rhétorique c'est pas l'intelligence, c'est l'art de manier la langue, tu vois. Et ça peut suffire en fait à ce niveau-là. Ça peut suffire. T'as bien plus d'influence en influençant une foule qui va te suivre qu'en étant bon sur un truc. Enfin, t'as beaucoup plus de chances de... C'est comme ça que marchent toutes les sectes. Enfin, c'est très facile, en fait. Hein. C'est très, très facile de créer une secte. Point, ouais. Ouais, bon, je viens de faire Spawn, un livre. Un livre qui vient des éditions Carmin, qui nous a été offert par Mos Majorum. Il s'appelle Orthodoxie, antidote aux folies ordinaires de... Chesterton. Gilbert Keith Chesterton, c'est toujours dur à dire. Il date de quand ce livre déjà ? Début du 1910, un truc comme ça. Hein. En gros... Vous avez moins 5% sur toute la boutique des émissions Carmin avec le code dans la description. N'hésitez pas. J'apporte ça parce que je suis arrivé à un chapitre, là, c'est vers les 2/3, où il parle d'une théorie et il parle en fait du progressisme et du conservatisme. Ok. Et pourquoi on devrait plutôt être progressiste ? Parce que lui, il attaque une sorte de dogme qui s'est créé, c'est-à-dire le riche est meilleur que le pauvre. Okay. En gros, en général, il faudrait faire plus confiance à un riche qu'un pauvre. Dépend depuis combien de temps il est riche. Et il y a ce truc, en gros, au fur et à mesure, normalement, s'il en est arrivé là, c'est aussi souvent qu'il est allé très loin. Après, il faut mesurer les niveaux de richesse. Ça dépend s'il s'enrichit via la coercition aussi. C'est ça. Ouais. Mais le problème, c'est que dans un système coercitif, corrompu, il y a des risques. La richesse dans la classe moyenne, c'est plutôt un bon critère. Parce que ça veut dire que si tu es passé de la classe basse à la classe moyenne, par exemple, c'est plutôt un bon critère de t'arriver à te débrouiller. Ouais. Mais il questionne en fait le fait que quand tu... c'est le problème, c'est que c'est vraiment un raisonnement à la fin de marxiste. C'est que si tu restes conservateur tout le temps, que tu veux garder les mêmes choses... on va dire dans un conservatisme presque dogmatique, tu gardes un système qui a atteint une certaine forme, mais qui normalement doit se remettre en permanence à l'équilibre.
C'est ça. Que ça soit les conservateurs ou les progressistes, le raisonnement est ultra binaire déjà. C'est ça. Oui, une vraie fausse dichotomie. en fait. Et en fait, c'est des gens qui sont là. Ah, j'ai peur de maintenant, on va dans le passé. Ah, j'ai peur de maintenant, on va dans le futur. Mais il y a un juste milieu entre les deux, en fait. T'es pas obligé de nier le passé mais c'est vraiment une fuite en avant, en fait, chez les deux, chez les progressistes et les conservateurs. C'est t'as peur de. Ça revient au truc de l'incertitude, en fait. T'as peur de l'incertitude, donc tu vas pas vivre maintenant, là, pendant la discussion. Tu vas te projeter, un des plus gros travaux que je fais avec les gens que j'accompagne, c'est justement ça. C'est ancre-toi, tu vois. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Essaye de vivre maintenant, en fait. Pas passé, futur, quoi. Progressisme conservateur. Pour moi, c'est un continuum entre la volonté de conserver et la volonté de changer. Ça rejoint le principe de résistance au changement. Et je me dis, si t'as minimum, si tu sors un peu du dogme, bah, tu te dis, en fonction des exigences du contexte dans lequel j'évolue là maintenant, bah, j'ai plutôt intérêt à faire preuve de plus de conservatisme ou plus de progressisme. En fait, c'est comme une pédale de frein. Il y a du danger, je freine. Je cherche à être moins en mouvement. La voie est libre, bon, bah, faut que j'accélère pour évoluer, pour avancer, pour vivre, en fait. Donc, vouloir être tout le temps conservateur, bah, c'est de vouloir ne jamais avancer, finalement. Et ça témoigne de la peur. Et comme tu l'as dit, et vouloir être tout le temps progressiste, ça témoigne aussi d'une peur différente. Il faut choisir la voie du milieu. Ça part plus d'un rejet, en fait, que d'une peur, en réalité, chez les deux. Mais puis après, moi, il y a un truc, ce débat à chaque fois, je le trouve passionnant et à la fois inutile. C'est que. Non, comme beaucoup des débats, ouais. Non, mais en vrai, c'est ça, c'est que en fait, on s'en branle. Genre, en fait, des deux côtés, moi, je trouve profondément con. Les progressistes et les orthodoxes, les progressistes et les conservateurs qui veulent imposer leur vision aux autres via la loi. Ouais. C'est toujours ça le fond du problème. Après, tu veux être progressiste ou conservateur dans ton coin, go, vas-y. Ouais. Tu seras peut-être potentiellement malheureux, mais c'est ton problème. Genre, j'en ai rien à secouer. Mais par contre, tu veux légiférer pour interdire le mariage entre homosexuels, par exemple, ça c'est un grand débat. C'est juste qu'en fait, je sais pas, je rentre dans un tunnel. C'est que le mariage, aujourd'hui, on débat par exemple le mariage homosexuel. Il ne devrait pas y avoir de débat parce que le mariage civil ne devrait pas exister. En fait, le mariage, c'est religieux, point. Après, le reste... L'État n'a rien à avoir à faire. Voilà, le reste, c'est un scam étatique. Voilà, c'est tout. Donc, par exemple, ça, c'est un faux débat. Mais tu comprends, c'est pour payer moins d'impôts sur la succession. Ah, mais voilà, et c'est vraiment, au final... Non, mais bon, c'est là l'effet de bord. Pour moi, il y a une forme de perversion, même Bon, je suis pas spécialement religieux, enfin, même pas du tout, en fait. Mais à prendre le monde du religieux, à le confondre avec le monde de l'État et le détruire de cette façon. Parce que l'État a remplacé l'Église en France. Ouais, mais du coup, il crée une espèce de confusion, tu vois, même en nommant les deux le mariage. On s'en fout, en fait, en soi, dans l'absolu, c'est un truc légal. Allez-y, tu vois. Genre... Et là, typiquement, on en revient à ce qu'on voit et ce qu'on voit pas. Ah, on va créer le mariage civil, on va mettre des impôts. Ok, bah en fait, pour limiter les impôts, on va créer un mariage civil. Et à la fin, ce même mec qui est homosexuel et qui a voté pour ça, pour plus d'impôts parce qu'il faut aider les gens, il va se retrouver interdit de mariage dans la société qu'il a construite. Et en fait, il se retrouve baisé. Et en fait, tu peux être la même personne. En fait, c'est juste que t'as pas vu ce que ça pouvait provoquer comme effet de bord. Et c'est l'exemple type. Ouais. Donc tout ça pour dire que tant que ça reste entre toi et toi-même, ou toi-même et tes proches, nickel. Progressez. Teignez-vous les cheveux en bleu si vous voulez, on s'en fout. Mais venez pas faire des lois dessus. Oui, ça fait baisser votre valeur sur le marché des relations et le marché du Vous sexe. étonnez pas. Il y a plus de chances que vous n'ayez pas d'enfants, vous ne venez pas vous reproduire, et voilà. On sera rentré dans l'ordre. Ah, très bonne transition. Moi, il y avait un truc dont je voulais parler, et dont tu as parlé peut-être chez nous, mais aussi chez Nassim Seili. C'est qu'on est en train de faire n'importe quoi avec le darwinisme à cause des aides. Oui, je disais que selon moi, l'État aujourd'hui, vu l'importance, la puissance qu'a l'État et ses actions, en fait, on a carrément inversé le principe de sélection naturelle. Mais que ce soit avec les entreprises aussi. T'as des big entreprises, tu les maintiens en vie alors qu'elles créent plus de valeur et qu'elles sont plus censées être là. Ça inverse la sélection naturelle à toutes les échelles de l'organisation. Mais à l'échelle de la famille, de l'individu, je sais pas moi, on prend un homme et une femme qui sont pas totalement adultes, qui sont encore des enfants, qui ne prennent pas leurs responsabilités, qui baissent son capote le premier soir et qui tombent enceinte. La meuf tombe enceinte, ils ont des gosses. Puis ils font ça tous les 2 ans pendant 20 ans. Ils ont 10 gamins. Oui, c'est ça fait 10 gamins. Bon déjà, normalement, pour pouvoir faire des gamins,
dans un monde où on est responsable individuellement, ou dans un monde où on vit en tribu, on est censé avoir la capacité d'aller chercher de l'énergie dans le monde, et de ramener de la nourriture et de nourrir ses gosses. Sinon, ils meurent. Ou sinon, si tu manges pas à ta faim, ton système reproducteur, ton système hormonal ne fonctionne pas, et t'as même pas tes règles si t'es une femme, et t'as plus de libido si t'es un homme. Tu peux même pas te reproduire si tu manges pas suffisamment. Parce que la nature est bien faite. Donc là, en fait, le système français, Et elle est horrible. la nature est sordide. La nature, on a rien à foutre que tu sois heureux, que tu te sentes bien, c'est pas le but, tu vois. Là, le système en France, c'est si t'es complètement irresponsable, que tu fais plein de gamins parce que tu fais pas attention du tout, comme dirait Orelsan, je vais le citer aussi, faut pas faire des enfants avec les gens que tu connais pas bien. Ah ouais. Et ben dans ce cas-là, tu vas toucher des subventions. L'État va prendre de l'argent à des gens qui ont eu la capacité de se responsabiliser, de créer de la valeur, de générer de la richesse. Il va leur prendre une partie de cet argent, il va le donner à des gens je dis pas qu'il le donne qu'à des gens à qui il faudrait pas le donner, hein. Je dis juste qu'il va le donner à des gens qui, de mon point de vue, ne le méritent pas et qui ont plein de gamins parce qu'ils se comportent comme des ados. Et donc, ça va les aider à élever ces gamins correctement, entre guillemets. Puis généralement, plus t'es une merde, plus tu reçois. Et les gens à qui on a pris l'argent pour le donner à eux, ces gens-là, ils se comportaient comme des adultes. Ils ont été capables d'aller prendre pour eux dans le monde, de subvenir à leurs besoins. Dans un monde normal, dans un monde sain, ils devraient être en capacité, s'ils le veulent, d'avoir plus d'enfants parce qu'ils sont en capacité de les élever, de les nourrir, de les mettre en sécurité. Sauf qu'aujourd'hui, c'est le couple de trentenaire moyen, c'est Nicolas. Et en fait, comme il s'est fait prélever, comme il s'est fait prélever trop d'argent pour payer des aides aux autres, bah en fait, il a même plus les moyens de s'acheter un appartement avec 2 chambres. Et donc, il attend toujours plus d'années avant de faire des gosses. Tu vois pour moi, c'est fascinant de voir à quel point on a réfléchi. Mais en même temps, ça c'est en fait, si on reprend pourquoi ça c'est sorti ce truc-là, c'est parce qu'on veut créer de la sécurité. Ça part d'une bonne intention. C'est on veut protéger les gens, on veut créer c'est pour ça qu'on supprime petit à petit l'effet de la nature sur l'environnement. Ça préexistait à l'État pour moi parce que c'était l'Église le Ah oui, faisait, non, mais tu vois. je suis d'accord. Et on a remplacé l'Église par l'État et on a retiré on a remplacé la solidarité par le vol. Oui, parce que la solidarité, c'est choisi. Voilà. Et c'est que pour ça, pour moi, le mec qui... Franchement, tu vois un mec dans la rue, tu vois une famille pauvre, tu lui donnes de l'argent. Peut-être qu'on va reproduire le schéma que tu décris, qu'en fait, on va laisser vivre, maintenir quelqu'un en vie qui devrait pas vivre selon les lois de la nature. Mais au final, pour moi, le fait que ce soit donné de façon consentie comme ça, c'est la nature, en fait. Ouais. Ça a été consenti. C'est aussi de la nature humaine. Oui. Le fait de vouloir prendre soin de l'autre, de ton frère humain, de machin. C'est ça. Et là, dans ce cas-là, tu t'inscris dans la nature. Mais si on me vole pour donner, là, on sort du cadre presque naturel. Ça fait que je pense qu'on y est encore plus. Hein. Enfin, il suffit de regarder des animaux. Tu vois ce que je veux dire? Si tu prends un truc très naturaliste, justement, le premier animal qui voit qu'il regarde pas sa proie une seconde, il le prend, tu vois. Donc, je remets en perspective quand même, tu vois. Tu veux dire que ça nous fait régresser? Non, mais je conçois l'aspect du vol, je suis d'accord et tout ça, mais si tu sais, c'est pas bêtement que naturel ou que, enfin, entre deux, il y a la conscience, tu vois, et donc le vol existe en fait à l'état naturel. Oui, ok, je sais que la nécrophilie existe. Il y a des mâles qui bouffent les petits pour pouvoir de nouveau baiser la femelle, tu vois. Il y a des trucs horribles dans la C'est la nécrophilie, ça? Non, ça c'est les morts. Ouais. c'est bien. Ouais. Là, c'est juste Ouais. Ou non, les bébés, l'infanticide. les bébés requins qui... Ah, d'ailleurs, un truc super intéressant, c'est les hommes avaient par exemple le droit de vie ou de mort pendant très très longtemps sur leurs enfants jusqu'à 2-3 ans. Un truc comme ça. Moi, souvent, c'est un truc que je place pour revenir sur des sujets un peu border, sur l'avortement, sur la subjectivité de l'avortement, le fait que si t'as envie, vas-y. Au bout d'un moment, c'est pas mon problème, tu vois. C'est pas. Si mettre une loi dessus, ça n'a aucun sens. Ouais, ça n'a aucun sens pour moi. Mais c'est pour montrer aux gens qu'il y a une relativité derrière leurs propos, dans le sens où sur quels critères tu décides que c'est maintenant que tu peux, à tel âge que tu peux le tuer, pourquoi pas à 2 ans en fait, parce qu'il parle pas en fait, l'enfant, le cerveau est sous-développé, tu vois, tu peux mettre plein d'autres critères. J'amène juste ça pour provoquer, pour faire réfléchir les gens à ce truc-là. C'est Pour aller à 3, 4, 5 ans, quoi. ça. 18, 19. Non, mais c'est vrai que c'est un... Des mauvaises bases à son TP. Je sais pas comment j'ai rebondi là-dessus. Je suis parti des bébés requins. Ouais. Les bébés requins. Les requins se bouffent entre eux dans le ventre. Il y en a un qui, le plus fort, bouffe les autres. Enfin bref.
On s'était fait attaquer sur le travail des enfants. Maintenant, Ah. on parle de tuer les enfants à 3-4 ans. Vraiment, c'était. Stop. Et là, on en est à un certain temps de vidéo. Normalement, il y a un mec Kanashi qui fait. Ouais, il y a que les vrais là. Et les gens qui se partent dans leur passion dès qu'on parle de sujets qui fâchent, en général, ils vont pas jusque-là. Oui, Faut juste pas en faire un short. c'est ça. Nous, c'est le problème, c'est qu'on a fait 2 heures de live et on a coupé les 30 secondes où le mec nous dit mais vous êtes pour le travail des enfants et nous avec un grand sourire oui et il coupe. Fin du truc, 1 million sur. Vraiment? Ah oui, oui, genre, on s'est fait massacrer. Genre et carrément moi j'ai des gens du lycée qui me connaissaient qui ont envoyé à des potes en commun. Mais c'est pas Alex ça. Et moi en train de dire je suis pour le travail des gosses. Je me suis dit putain mais quel enfer. Ils nous avaient chauffé. C'est horrible d'Internet, tombé- c'est Ouais, il horrible. nous avait bien chauffé à blanc. On Et est en fait, tombé à attends. 2 pieds joints dedans. En vrai, cette histoire, mais comme quoi le mec il nous a manipulé d'une force parce que franchement, lui il a pas un QI à 3 chiffres, mais qu'est-ce qu'il manie bien les émotions c'est horrible. Non, c'est non, j'ai pas envie. Ouais, bon, ouais, Bad mulch. c'est un streamer, youtubeur de gauche, mais vraiment. Radio Modin, il a fait une vidéo sur lui d'une heure. Là. Ok. C'est un petit youtubeur qui a Mais quoi, qui 4-5 en fait, 000. c'est qui fait du React en permanence. Ah, Qui- l'ami, ouais, et il avait même débattu avec Stéphane Gers, un libertarien. Bref, Il est très bon pour énerver. et il est très bon, c'est que le mec en fait nous parle et tout, il nous raconte, tu sais, il est super gentil, les copains, machin et tout, nickel. Et on commence à parler et à un moment, il dit oui, heureusement qu'il y avait cette loi pour faire ci, ce machin. Et en fait, moi au début, je pars sur un truc, ce qu'on voit et ce qu'on voit pas de Bastille, et je lui dis bah écoute, moi, je suis pas pour légiférer à chaque fois qu'on voit un problème, parce qu'à chaque fois, il y a des effets de bord. Et là, paf, il enclenche, ah ok, donc t'es pour supprimer la loi sur l'esclavage. Et là, je lui dis ouais. Je lui dis ouais, parce que de toute façon, il y a la propriété privée, donc tu es propriétaire de ton corps, donc tu peux pas être propriétaire de quelqu'un. Donc, par ruissellement, t'as pas besoin de légiférer sur un truc Qui est de là, Voilà. qui est là de fait. Et je en lui fait. dis après, tu légifères pas sur l'interdiction de voler des télés, tu légifères sur l'interdiction de voler. T'as pas besoin de citer tous les cas, c'est la même chose. Et après, il nous parle du travail des enfants. Et Pour ça, il a bugué déjà 30 minutes. là, il a hein. bugué. Hein. Quand je lui- On n'est jamais tombé d'accord. Ouais, hein. on est jamais tombé. Donc il a dit, et en fait lui il répétait en permanence, donc t'es pour enlever la loi sur l'esclavage. En fait il préparait son short. Et en fait là il s'est rendu compte quand même que mon raisonnement tenait la route. Et après il a dit, ah, donc t'es pour retirer la loi sur le travail des enfants. Et nous deux, comme deux grands cons, ouais, mais bien sûr. Dans un monde vraiment libéral, les seuls parents qui ont pu avoir des enfants, c'est des parents qui peuvent subvenir à leurs besoins. Et donc, ils n'ont pas besoin de faire travailler leurs gosses. Je sais que j'essentialise, mais En fait non, et c'est surtout qu'à un moment, la loi ne crée pas le réel. Tu peux légiférer sur tout ce que tu veux, ça n'empêche pas le réel d'exister. Donc, et surtout que si tu observes l'histoire, les enfants ont arrêté de commencer à travailler progressivement avant qu'on légifère dessus. On a commencé à légiférer pour se dire, tiens, c'est marrant, c'est quand même mieux quand ils bossent pas. la loi, c'est un barrage. La rivière, elle finit par déborder. Voilà. Et surtout, demain, c'est la misère en France. Les gosses vont travailler, loi ou pas loi. Aujourd'hui, et de toute façon. Et c'est déjà le cas, en fait. Mais en plus, c'est déjà le cas. C'est ça que déjà le c'est cas. une énorme hypocrisie. Et- Par contre, c'est déjà le cas. Mais aujourd'hui, t'as un enfant, tu travailles. T'as pas la protection du travail, par contre. C'est en plus, ça t'as l'effet pervers. C'est que t'as un Ouais. gosse, il t'arrive un truc. Bon courage. Mhm. C'est qu'en plus, tu peux pas le payer. Il cotise pas. Enfin, bon, voilà. Ouais, ouais. Pire que ça, en plus, après, je pense que tu perds ta famille, parce qu'on Ah, mais c'est- t'as les assistantes sociales qui arrivent, qui Ah, prennent ton oui. gosse et tout, le truc, il est ruiné, quoi. La S2, et du coup, il se fait prostituer. C'est ça. Mais c'est pour son bien. Non, mais bon, bref, je sais pas comment on en est arrivé là, mais. Mais c'est un débat vachement important. Ouais. Ouais. C'est- Ouais. Et surtout qu'après, bon, il y a le seul débat, mais c'est comme l'histoire de la majorité, c'est après à partir de quand tu considères que c'est un enfant aussi. C'est que lui, il se disait en mode tu veux faire travailler C'est les très enfants. drôle parce qu'on a eu cette discussion il y a pas longtemps. On est justement sur la subjectivité de à quel âge on parlait de majorité sexuelle. Hmm. À quel âge en fait C'est 16 ans, je crois, c'est un truc comme ça. Ok, voilà. Pourquoi cet âge-là c'est très très subjectif en fait, c'est très très subjectif. Et je dis pas de le baisser, hein, c'est pas ce que je sous-entends. C'est si tu prends d'un point de vue du cerveau, le cerveau finit de se former à 25 ans. Pourquoi pas mettre 25? Enfin, tu vois, genre Hmm. au moins basez-vous sur des trucs, les mecs, tu vois. Ça, je sais pas d'où ça vient. Ah, on va faire ça. Parce qu'en plus, 15 ans et 3 mois, ça fait vraiment le chiffre réfléchi, alors que ça se voit que c'est random. C'est comme les 2% d'inflation. C'est vrai. Ça Ouais, a été c'est- décidé arbitrairement. Ah oui, total. Non, mais Ça après, fait- ça après fait je dis logique. ça là derrière ce truc, il y a peut-être vraiment quelque chose, Après, mais non, pour le coup, pour l'inflation, c'est un peu. Ils ont fait tu sais, une espèce de moyenne des gains de productivité aussi. Ils se sont dit, c'est à peu près je crois que ça, 2% par c'est an. nous qui l'avons déduit. Hein. Ah ouais Ils l'ont jamais Ils expliqué l'ont de pas cette manière. théorisé hein. avant. Ok.
Mais non, et pour la majorité, ça c'est pareil, c'est un débat. En vrai, personne n'a la bonne réponse. Ouais. C'est pour ça que de légiférer dessus. Et c'est un débat où les gens veulent pas parler parce que les gens ont peur de ce truc-là. Hmm. Attends, tu t'autorises à dire. On réfléchit au truc. Daniel Tranquille. Cohn-Bendit, ça a pas l'air de le déranger. Ouais. Non, mais c'est vrai en plus. Ouais. C'est des sujets en fait où je trouve que à partir du moment où c'est oui, non, et c'est binaire, de toute façon, Ouais. c'est très stérile. T'es parti là-dessus à cause du progressisme et du. Ouais, on Qui parlait était, de ça au début. qui était quelque Ouais. chose de binaire. C'est ça, et on en revient toujours à la Ouais. même chose. Hein. C'est que quand c'est binaire, c'est. C'est qu'il n'y a pas de réel. Et c'est le. Et alors, je vais très mal retranscrire ce que disait Bhaskar, mais quand c'est binaire, faut que ce soit ternaire et qu'il y ait une. Tu sauras peut-être mieux l'expliquer que moi. La binarité est très séduisante parce que ça permet de choisir son camp, Ouais. de se sentir appartenir et de désigner le bouc émissaire. Donc ça comble tes besoins Hmm. à plein de niveaux. Donc c'est hyper confortable. Mais effectivement, il faut être dans du ternaire, sinon c'est stérile. Tu peux pas avancer. Hmm. J'ai du ping-pong. Et pourquoi pas plus en fait même, tu vois. Pourquoi pas plus même que du ternaire en fait. Oui. C'est juste le mode binaire. Parce qu'il faut quand même de l'action à l'arrivée. Oui, mais tu peux prendre des décisions, tu peux justement faire rentrer beaucoup de variables et puis prendre des décisions à la fin, tu vois. C'est pas obligé que ce soit. Et tout en sachant que tu prends une décision et qu'il y a un aspect subjectif et qu'il faudra peut-être le revoir en fait. Et que t'as pas l'arrogance de penser que ça y est, t'as la vérité divine et que tu sais où tu vas et que t'es certain de ton truc, tu vois. Ouais. C'est la capacité de repenser ce qu'on fait, quoi. Et de douter de soi-même en fait. Pour rebondir sur le livre, pour revenir sur ce phénomène, la progressivisme et comment ça s'appelle, et conservatisme, c'est juste en fait à un moment donné, j'ai le sentiment là avec nos discussions qu'on arrive à un moment à une structure qui se fige avec l'État et que à quel moment donné en fait genre il y a quand même pas une révolution qui est nécessaire. Dangereux ce mot. Tu veux dire qu'à quel moment est-ce que le cycle doit se terminer et on doit passer par une phase de chaos pour reconstruire sur le level? Ouais, c'est ça. Genre, est-ce que... C'est de l'hubris, la question. Tu vois, à quel moment donné, je sais pas, tu vois. Et en soi, on pourrait en parler. Est-ce qu'elle est On peut nécessaire en parler, tu Ouais. vois, pas de souci. Mais il y a une forme de c'est moi qui décide quand est-ce que le système est périmé ou pas. C'est moi qui, tu vois, genre. Et peut-être que une révolution est nécessaire, en effet. Moi, je vais Mhm. te donner une réponse. Parce que je suis dans les brises. Non, mais en vrai, pour moi, le moment où il y a rupture, c'est le moment où les gens souffrent suffisamment. Aujourd'hui, ils ont tous un distributeur de dopamine dans la poche, donc en fait, ça peut retarder le truc. Mhm. À un moment, je voulais faire une vidéo là-dessus, j'ai jamais fait, c'était comprendre comment un système dysfonctionnel peut perdurer et se maintenir aussi longtemps en référence à l'URSS. En fait, on vit la même chose aujourd'hui. Et donc, à partir du moment où les gens souffrent suffisamment, il y a rupture. Quand les frigos sont vides et que tu as plus à perdre à rester chez toi que de sortir dans la rue et de te prendre une LBD. L'idéologie, Mhm. ça nourrit pas, quoi. Du coup, au bout d'un moment, si tu veux plus te nourrir, tu peux plus te nourrir, quoi. Donc, Plus tu mets en place des calmants sociaux puissants et des sédatifs puissants, plus tu peux retarder le moment où il y a rupture. et c'est justement là le truc qui est horrible en fait qu'on a fait à ce niveau-là, c'est qu'on est devenu extrêmement fort en matière de psychologie, d'influence de masse, de manipulation, ce genre de trucs. Et donc on est devenu suffisamment bon pour être sur le fil, te prendre, mais en même temps allez, ça va aller, tu vois, et te mettre de la pommade un peu. Ah, il faut telle dose de pommade pour pas que tu pètes un plomb. Mettre telle... Et en fait, les ingénieurs sociaux derrière sont tellement bons que tu maintiens la population dans un espèce d'enfer où tu l'empêches de craquer. Tu sais, c'est un peu comme si tu le torturais, mais suffisamment peu pour pas qu'il s'énerve et qu'il vienne te détruire, tu vois. Et on est devenus des professionnels à ce niveau-là. C'est pour ça qu'ils ont remis Pornhub en France. Toujours. Clairement, non mais Ils sont sortis... des exutoires, tu laisses des échappatoires. Tu laisses le porno, tu légifères pas sur... légiférer, c'est pas forcément une solution, mais encore une fois, on tourne en boucle. Mais tu laisses tout ce qui permet aux gens de se défouler. En même temps, tu les mets suffisamment dans l'inhibition pour qu'ils soient passifs, et qu'ils subissent, mais tu leur laisses quelques petits échappatoires. C'est Sun Tzu qui dit ça dans son bouquin. Oh, tu l'en laisses pas quelques petits échappatoires, en vrai, tu l'en laisses beaucoup. Toute notre société est bâtie justement sur le désir, sur l'ultra-consommation, sur... tiens, bouffe et puis pense pas, quoi. Oui, et d'ailleurs, ça, c'est un sujet, c'est vrai que vous avez pas... Enfin, on est quand même extrêmement libre,
Et à la fois, on est en train, là, tous les quatre, de se masturber pour dire qu'on est des esclaves. C'est quand même assez paradoxal. Alors qu'en vrai, il y a un rien auteur, n'empêche de prendre un avion et d'aller à Bali. Tu il y a un auteur d'ailleurs dont j'ai le livre et que je suis en train de lire et je m'étais plus renseigné sur ses travaux à la base que j'avais lu son livre. Et j'ai été choper le bouquin chez un pote là parce que je le trouvais sympa. Et c'est Michel Clouscar. Je sais pas si vous connaissez. Je crois qu'en plus il doit être marxiste ou un truc comme ça. Mais justement, il a écrit sur le désir énormément et sa construction autour de ça est vraiment bien. Donc moi, je vais pas regarder l'idéologie du mec. Je vais me renseigner sur l'idéologie du mec pour voir les endroits où il va essayer de m'emmener là où il veut m'emmener. Mais en même temps, je vais essayer d'aller piocher et prendre ce qu'il y a, quoi. Même Marx, il y a des trucs à piocher. Ouais, mais partout en fait. Et si tu t'autorises pas à discuter, c'est plus ça le problème de ah mais il est de l'autre camp, j'ai peur de renforcer. Non, en fait, si tu discutes et que il y a des bons éléments, bah tu prendras les bons et les autres c'est traiter les gens comme des adultes hein, en fait là-dessus. Hein. C'est une logique d'enfant de dire je jette tout quoi. C'est jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça, Bhaskar il aime bien dire cette expression. Je la trouve très belle. Non, non, pas belle, mais très, très, très parlante. Elle est vraiment bien. Ouais, c'est pas le terme. C'est pas le terme. Mon sens du beau, beaucoup entre les. mon sens du beau est faible. On mettra ça dans le short. Ouais. Après l'avortement à 3 ans. Et Dans l'autre sens d'ailleurs, ça. et du coup, Michel Clouscar à ce niveau-là, il parle du fait que la société est ultra répressive avec le producteur et ultra libérale avec le consommateur. Parce que c'est l'intérêt d'une société capitaliste de connivence. C'est que tu consommes et en même temps tu possèdes les moyens de production en quelque sorte, tu vois, et tu les contrôles. Et à ce niveau-là, tu bloques. Et ça permet à quelques mecs en fait milliardaires ou de eux profiter un peu plus du système. Et même pas forcément en fait. Hein, donc donc justement, il y a ces deux aspects. C'est pas binaire encore une fois. C'est pas. Il y a une forme de liberté. Il y a une liberté du consommateur en fait, énorme. Et on fait croire qu'il n'y a pas de liberté du consommateur. Du coup, tu crées des fausses manifestations à cet endroit-là. Tu crées des fausses. T'occupes l'esprit des gens pour. C'est le principe de la manipulation. Hein. C'est la plus grosse manipulation. C'est pas le fait de te présenter des fausses informations. C'est de te présenter certaines informations. Et en fait. Quand tu vas à ton journal de 20 heures, il y a quoi ? Il y a 10 informations, il y a 15 informations. Il y en a eu combien en France ? Des milliers, des millions en fait. Comment tu fais la sélection ? C'est là où il y a de la manipulation. C'est dans la mise en place, dans l'omniprésence une opération de marketing où tu vas mettre omniprésent des débats futiles. Comme tous les trucs autour du wokisme. Ça a pris tellement d'énergie mentale pour pas se concentrer sur des trucs plus importants que ça. Enfin, c'est phénoménal. Je dis pas qu'il n'y a pas eu d'impact de ce mouvement-là, mais je dis juste qu'il y a eu une volonté d'ingénierie sociale à cet endroit-là de pendant que vous faites ça, nous on peut s'occuper d'autres trucs. Ouais, alors c'est très marginal. Ouais. Alors, surtout, il faut voir à quelle vitesse ça disparaît, ces bestioles. Mais en fait, c'est surtout que si jamais il n'y a pas de réel truc derrière, il y a les effets de mode, ça prendra l'effet de mode, ça fera ça, et puis ça s'effondrera. S'il n'y a pas un réel besoin, au bout d'un moment, tu ne peux pas maintenir artificiellement des gens à l'infini. Ça coûte cher, ça ne sert à rien. C'est ce qu'ils ont essayé de faire. Si tu prends les trucs avec Soros, tout ça derrière, ils ont essayé d'influencer là-dessus. Au bout d'un moment, le réel est plus fort que tes techniques de marketing et d'influence. Tu peux déséquilibrer le truc, mais ça revient quand même. Le réel, c'est ce qui cogne, c'est ce que dit Lacan. Sauf qu'il y a quand même des moments où le réel, il est violent, tu vois, quand c'est des guerres. Alors, je dis pas que certaines guerres n'émergent pas spontanément, mais bon, quand même des moments où tu sens que c'est pour occuper le public. Quand tu vois, pareil, le Covid, je dis pas que ça a été fait volontairement, mais l'instrumentalisation autour, ça a quand même bien occupé les masses. Il y a les sujets, on connaît tous les sujets sensibles et voilà, on les liste, le climat, toutes ces conneries. Et à chaque fois, j'ai l'impression que, ok, le réel finit par gagner derrière, mais tous les dégâts que tu as fait entre-temps, tu vois, le mouvement woke, ça a stérilisé une quantité de gens et ça a rendu débile une quantité de gens. Waouh, Ouais, puis c'est allé loin. Ça a eu un coût humain qui est quand même important. C'est quand même un prolongement un petit peu de tout ce dont parle l'auteur qui a disparu, mais de Sowell, tu sais, la justice sociale et tout. Au final, c'est woke, c'est juste pour simplifier tout ce mouvement, mais c'est en fait le socialisme moderne. Ouais.
Donc ça a quand même Possible, beaucoup oui. d'impact, quoi. C'est C'est le l'appauvrissement concept de de la la justice population mondiale, quoi. Et en fait, c'est basé sur c'est là où c'est le plus pervers, c'est que par exemple, si tu prends la transsexualité ou des choses comme ça, c'est basé sur des faits réels, c'est-à-dire il y a des gens qui naissent, qui sont intersexes, tu sais pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de dégénérescence à ce niveau-là chez les hommes que chez les femmes. Il y a beaucoup plus de possibilités, c'est-à-dire il y a les chromosomes, mais il y a d'autres trucs en fait. Les femmes ont beaucoup moins de chances du coup d'être touchées par ces trucs-là. Et tu vas prendre un micro-truc et tu vas le faire enfler et tu vas en faire une idéologie par-dessus et tout ça. Et donc, c'est ça le problème. Tu vas faire gonfler le réel. Il y a certains types de personnes qui ont besoin de se sentir différents parce que c'est une façon d'exister, c'est une façon de se refuser. Donc, si je suis pas bien, c'est parce qu'il n'y a pas assez de progrès. Si je suis pas bien, et donc, c'est une façon de se fuir, encore une fois, et de brosser dans ces personnes-là dans le sens du poil. Et du coup, de les détruire aussi, en fait. Ouais, et puis c'est une révolution permanente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de but. C'est toujours plus de lutte, toujours plus de machin, Ouais. mais tu t'arrêtes où Mhm. Genre, c'est ça. Bah, c'est du bruit en plus, mais. Mais très souvent, moi, c'est ce que je dis, et je disais ça à quelqu'un hier, c'est qu'il y a un endroit où il n'y a pas de société. C'est-à-dire que, et c'est ce que je disais déjà juste avant, c'est que la société, c'est quoi au bout d'un moment ? C'est bien plus les individus dans ton entourage, les 4-5 personnes que tu vois, les 10-15 à la limite, que la société t'impacte pas en permanence. Enfin, bon, T'impacte si, quand tu regardes la tu télé. vas... Oui. En fait, il y a un truc où, si tu la regardes, elle t'impacte, tu vois. Et donc, au bout d'un moment, il y a une phase pour moi dans laquelle je suis aussi, c'est je me construis moi et je me concentre sur moi. Et après, c'est ce que je disais par rapport aux besoins tout à l'heure, quand tu as plus, tu vas donner. Moi, pour l'instant, c'est un peu du stoïcisme. j'ai du mal à voir sous quel angle tu... Bah, c'est en gros tout ce qui n'est pas en mon pouvoir et tout ce sur lequel j'ai pas d'impact. Genre, je le. Bah, c'est Genre, ça. par exemple, tu vois, le mec qui va être obsédé, le mec qui habite à Paris dans une banlieue calme et qui, je sais pas, regarde BFM et qui est obsédé par les gangs dans les quartiers nord de Marseille. Mhm. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Genre, ça va rien changer à ta vie. Ils vont jamais venir chez toi. Non, et tu vois que là, c'est juste de la recherche de bouc émissaire. Ouais. C'est juste ça. De citation de Et parce que les gens ont besoin de stimulation pour se sentir en vie, comme dans un couple. Il y a des gens, ils vont foutre la merde dans leur propre couple pour se sentir en vie, pour qu'il se passe des trucs. Parce que, attends, s'il se passe rien. Parce que l'ennui est tellement inconfortable, tu comprends. Qui dit ennui dit forcément introspection, c'est tellement effrayant pour certains qu'il va falloir se stimuler, trouver un moyen de se stimuler en permanence. Et t'as lu les FM. Et puis, il y a un truc par rapport au fait d'aller se battre pour une cause ou ce genre de choses. C'est déjà, si tu vas te battre pour que ça change réellement et que tu t'en fais dépendre, ta vie, elle est foutue. C'est pas toi qui décideras que ça change réellement à ton échelle individuelle. Donc tu veux dire que le mec qui met une story Insta pour arrêter la guerre à Gaza, ça marche pas ? Non, Bah, mais vraiment. Non, mais C'est le même exemple. Le problème, c'est qu'il y a plein de gens de notre génération, en gros, qui font dépendre leur état de santé mentale de ce qui se passe dans la société. Et donc, c'est destructeur de ouf. C'est-à-dire que c'est ah, mais je vais pas bien parce qu'il y a tous ces problèmes. Il y a tous ces problèmes et tu vas pas bien. Et tu prends ces problèmes pour justifier ton mal-être intérieur que tu n'arrives pas à gérer. Bien sûr que la situation, elle donne pas envie, extérieurement, ou ce genre de truc. Mais tu peux te créer un environnement, en fait, qui est très confortable. Et tu peux te défaire un petit peu au maximum, par exemple, si c'est la société qui t'embête à ce niveau-là. Si jamais tu préfères les gens de gauche, tu vas avec des gens de gauche et tu peux très bien vivre avec plus de gens de gauche. Et tu pars pas d'un élan de je vais vraiment changer le monde, parce que c'est pas toi qui décides au bout d'un moment. Si tu te fais dépendre de ça, tu vas rester en souffrance toute ta vie, quoi. Tu fais le deuil du fait que ça changera pas. Et après, depuis cet espace-là, tu recrées une envie d'aller faire quelque chose et puis à la limite, si t'as un surplus à donner, tiens, je te file mon goûter, on peut y revenir, tu vois. Parce que j'en ai 2 maintenant. J'ai l'impression que c'est quand même codé en nous, et on le voit dans toute la culture populaire, les mythes, qu'en fait on a besoin de ça. Que, en gros, si tu regardes n'importe quel récit, la narration du héros, en fait, on a tous besoin, genre, d'une grande lutte, d'une grande bataille, de quelque chose qui nous dépasse. Et au final, souvent, je trouve que c'est ce que nous donne la télé, les médias, même les documentaires. C'est ce qu'on fait en ce moment. Et là, je le faisais encore hier quand je regardais des documentaires sur MK Ultra, tu vois. Et genre, je me dis, ouais, putain, mais c'est ça la grande lutte de la vie, quoi. C'est de dézinguer ces grands malades qui font des folies. Et
Du coup, il faut choisir les bons combats. Ouais, est-ce qu'au final, on a tous pas besoin d'un combat qui nous dépasse, tu vois, et que c'est ce truc-là, il faut trouver la C'est voie du agréable. milieu Justement, ou, moi en ce moment, j'ai un côté où je me fais chier parce que j'ai plus assez de combats. C'est ce que je me dis dernièrement, c'est j'ai finalement coupé tous ces trucs-là et du coup, j'ai un peu un truc de bon, bah ok, bon, là, on se fait un peu plus chier. Et en fait, c'est super dur, c'est vraiment super dur. Et donc, pour répondre à ta question qui était quoi exactement? bah, qu'en gros, Est-ce qu'on on aurait a toujours été besoin comme ça, il n'y a pas eu besoin d'attendre les médias ou quoi que ce soit. Genre, on va dire, les premiers Oui. mythes originels, c'était déjà des grands combats, tu vois. Ouais, Ils se sont juste engouffrés dans cette faille de notre fonctionnement. oui, clairement. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a des récits qui nous permettent d'avancer et il y a des récits qui nous maintiennent dans un état de mort cérébrale quasiment. Ouais. Ça dépend du niveau de stress que génère le récit. Bah, Si t'es trop stressé et que tu n'as pas de moyen d'extérioriser, tu vas juste inhiber, te renfermer sur toi-même. Mais t'as quand même besoin d'un minimum de stress pour te mettre en action. Et moi, je pense que c'est ça la raison qui fait qu'on a toujours eu ça. C'est qu'en fait, s'il y avait pas ça, on passerait notre journée, j'allais dire sur notre canapé, mais même pas, on passerait notre journée dans notre grotte parce qu'on aurait rien changé depuis 200 000 ans, tu vois. Parce que pourquoi changer, vu qu'on est là, notre but premier, c'est d'économiser l'énergie. À notre échelle. Dépenser le moins de glucose possible, comme dirait Lascar. mais pour répondre à ta question, si c'est le récit qui te fait avancer, c'est pas le réel. Du coup, t'es pas avec le réel, t'es avec une image du réel pour pouvoir avancer, tu vois. Et que le réel, c'est pour ça qu'il y a un moment, pour moi, faut faire un travail pour abandonner le récit, parce que justement, c'est ça qui te permet tu abandonnes jamais totalement, et puis tu sais pas là où tu l'as pas abandonné, c'est quand même un travail qui est difficile. Mais au moins, pas partir d'élan intérieur où t'es esclave de cet élan. C'est-à-dire que t'as une liberté de choisir si ok, j'ai un peu plus, je vais aller me battre. Et pas un truc, je suis terrifié, je vais aller me battre, parce que là, t'es pas libre. T'es drivé par ta peur, t'es drivé par le fait que t'acceptes pas le monde tel qu'il est. Non, j'ai envie de dire, mon loulou, tu changeras pas le monde, tu vois, mais c'est vraiment ça. C'est un désir d'un enfant qui refuse le monde, quoi. Non, tu l'acceptes et après tu fais quelque chose, tu vois. Même Musk, il n'y arrive pas. Pour que les gens se rendent compte, quand même, c'est que nous, on est des trous du cul. Même lui, il essaye, il n'y arrive pas. Donc vraiment, faut abandonner. Je suis d'accord. Tu as dit, ok, j'ai un peu plus, donc je vais aller me battre. Je pense qu'il y a plein de gens qui se mentent à eux-mêmes et qui se rêvent grands entrepreneurs et futurs multimillionnaires et qui disent, je vais aller me battre, comme ça j'aurais envie d'avoir plus. Mais au fond, s'ils se posent avec eux-mêmes, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas forcément envie ni besoin d'avoir plus. Ouais. Parce qu'on n'est pas tous faits pour la même chose. exprimer une volonté de conquête et de la dominance hiérarchique. Et c'est là où les réseaux sociaux sont un gros piège parce ils uniformisent le désir et donc ils te font adopter les désirs du voisin. Il y a un aspect encore plus grégaire et donc tu vas te perdre toi-même dans le désir du voisin. Tu vas pas aller. Mais c'est vrai que se connecter à ses désirs, ça peut avoir un coût parce que ça se trouve, si je suis mes désirs dans quelques mois, quelques années, j'élèverai des. J'aime bien donner cet exemple, c'est très nul, du coup c'est bien. J'élèverai des cafards, tu vois. Non mais sincèrement, en fait, si tu t'écoutes réellement, en fait, tu sais pas où ça mène, tu vois. Mais pas une écoute depuis un aspect tout est cool, la vie, tu vois, c'est pas un truc où tout se vaut, c'est pas du tout ça. Et c'est pas une. Souvent, les gens, quand tu parles d'écoute de toi ou de ton désir, ils prennent ça pour l'aspect pulsionnel, tu vois, l'aspect juste. C'est un grand piège. Ça. Et sauf que non, il y a un entre-deux, avec un truc où tu fais avec toi justement et tu casses les illusions et t'y vas. Ouais, bon, on parlait la dernière fois, c'était le piège du développement personnel, typiquement, qui te fait aspirer à une vie que tu ne veux pas, en fait. Parce que t'as jamais pris le temps En fait, pour savoir ce que tu veux vraiment, il faut prendre le temps de se poser avec soi pour écouter ton vrai désir. Sauf que chez beaucoup de gens, se poser avec soi, c'est tellement inconfortable qu'ils vont tout faire pour ne pas le faire. Parce qu'ils sont trop souffert, ils sont trop brisés à l'intérieur. Donc ils vont tout le temps courir après le désir mimétique. Et du coup, ils veulent une villa à Dubaï, une Ferrari F12 et des meufs bonnes comme Dan Bilzerian, tu vois. Alors qu'en fait, une fois qu'ils auront tout ça, ils sont toujours heureux parce qu'ils seront toujours en train de se fuir. Mais... Moi aussi, quand je ferme Instagram, je veux une Ferrari F12. Mais en vrai, ça coûte 600 000 balles, je pense que je pourrais mieux les utiliser, tu vois. Ça fait quand même 6 bitcoins. C'est un paquet. Il y en a des moins chers, j'ai regardé. Puis tu peux les louer sur 200 ans. Ouais, mais donc, pour boucler sur ce que tu disais, du coup, oui, le mythe, il y a un endroit où on en a besoin, mais on peut faire sans, en fait. Il y a, bien sûr que, tu vois, il y a des personnes, tu vas leur effondrer
Peut-être tu dis un enfant, le Père Noël n'existe pas, ça peut le mettre très mal, tu vois. Mais finalement, c'est ça au bout d'un moment. Tu dis un enfant, l'État ne veut pas trop. C'est exactement pareil. Mais ouais, vraiment. Et en fait, il y a des mythes qui font plus ou moins mal. Tu vis depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans avec. Si tu fais pas le travail quand tu as un minimum de plasticité, de dire attends, mais en fait, ils ont pas du tout pensé ce truc-là. Et derrière, il y a des trous partout. Et en fait, tu sais, on en parlait justement, la vision de l'adulte. Tu vois, quand t'es enfant, t'as une vision de l'adulte de waouh, tu vois, genre. Et en fait, t'arrives et tu te dis putain, mais c'est la merde, quoi. Et il y a une période de deuil. Je sais pas si vous l'avez vécu. Le pire moment, c'est le premier stage. Le premier moment, tu entres dans une entreprise, je fais waouh. Et là, tu pètes un plomb. Et là, tu comprends pourquoi ils sont tous attablés le soir dans des bars à boire des pintes. C'est ça. Merde. C'est moi, j'ai commencé par la fonction publique dans un stage. Genre, je suis arrivé, déjà, je voyais personne qui bossait. Ça sentait le café, mais ça m'a détruit le nez. J'avais jamais senti une odeur pareille. Et c'était flippant, genre vraiment, tu sentais genre la mort. Et ça m'a fait j'ai eu un vide. J'ai eu peur. Hein. Ils ont déjà abdiqué, ils attendent la retraite, tu vois. Non, moi, j'ai pas eu cette expérience pour le coup. Moi, après, c'est peut-être, je pense, propre à l'expérience. Moi, j'attendais avec impatience l'entreprise. Et le peu de contacts que j'ai eu, par contre, avait été très bon. Ce qui fait que, par contre, moi, du coup, en fait, j'ai retardé la désillusion. C'est que jusqu'à tu rentres sur le marché. On est rentré genre en 23 ans. Jusqu'à mes 23 ans, quand je suis vraiment rentré sur le marché du travail, je parle pas des petits jobs où tu sais en fait que c'est pas le travail, parce que tu aspires à mieux, où je me suis dit waouh, en fait le travail c'est de la merde. Waouh, on arrête tout de suite. Le CDI au bout de 4 ans, stop. T'imagines, rien que travailler avec des gens avec qui t'as pas choisi de passer ton temps. Être entouré de gens que t'as pas choisi. C'est pas de la famille, ça. mais justement, la famille, au bout d'un moment, c'est pour ça que tu grandis, que tu peux la choisir, tu vois. Mais là, il y a une bonne partie des gens, justement, ils s'autorisent pas à choisir leur famille. Si tes parents sont horribles, tu vois. C'est un dogme, le fait de devoir rester... Vont remettre en question le rôle de l'État. De quoi ? D'accepter, d'intégrer l'idée que tu t'es pas obligé d'aduler, d'aimer, de tout valider de ta famille. Je pense que c'est un prérequis de base pour accepter l'idée que tu puisses remettre en question le rôle de l'État. Mais c'est une forme de... C'est ma famille, je la laisse de côté. Je m'autorise à changer de famille, tu vois. Se dire que la démocratie, je la laisse, c'est... Je pense que c'est pour ça que tu disais finalement on est tous libres de se barrer où on veut, consciemment. Inconsciemment, on se l'autorise pas. Parce qu'il y a des mythes qui nous retiennent, parce qu'il y a des affects, parce qu'on a un intérêt émotionnel derrière. Donc, je mettrais juste un truc, c'est que vous le dites intelligemment, mais il y en a qui le sont moins. Faire gaffe avec la famille, parce que si tu pousses loin, c'est une théorie marxiste où tu remets en question toute la cellule familiale de manière générale. c'est quoi le bout de la théorie C'est de dire, en fait, la famille, c'est un système oppressif, il faut s'en émanciper, et il faut mettre les gosses dès 3 ans dans une maternelle étatique pour pas que les parents les élèvent. Mais en fait, ça va plus du tout. Tu prends un mythe et tu le remplaces par un autre, et puis en plus, là encore une fois, c'est l'hubris de croire que tu vas savoir mieux ce qui est bon pour l'enfant que les... Voilà, j'ai fait un lapsus parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont des enfants quand même, on va pas se mentir. Mais c'est croire que tu sais mieux sous certains critères, et c'est ne pas comprendre l'absence, encore une fois, donc ce que tu citais, c'était qui l'auteur où tu vois pas Bastia, où tu vois pas les effets de bord, les conséquences de tout ce que tu manques et ce que tu n'arrives pas à reproduire. C'est-à-dire, c'est en science, c'est l'absence de preuve n'est pas preuve d'absence. Si t'as pas la preuve, ça veut pas dire qu'il y a pas, en fait. Ça veut juste dire que t'as pas la preuve. C'est tout ce que tu peux. Et donc, c'est le même raisonnement. C'est quand tu reproduis un modèle familial, qu'est-ce que t'ajoutes qu'est-ce que tu mets, tu vois, et qu'est-ce que tu mets pas, quelle variable t'as oublié qui était importante en fait dans l'éducation. Par exemple, on voit chez les femmes enceintes que 3 années après le fait qu'elles aient accouché, il y a encore des cellules de l'enfant et des trucs comme ça. D'où est-ce que tu te permets de séparer l'enfant à la naissance, même le mettre à 1 an, je trouve, dans une crèche où je sais que c'est parce que, en fait, je suis pas en train de dire oui, tout le monde a le choix et tout, parce que dans les faits, les gens économiquement, ça va pas très bien, du coup, ils ont pas le choix. Mais moi, j'ai été plein de fois récupérer mes neveux à la crèche. C'est horrible, c'est horrible, c'est une usine, c'est ultra maltraitant, ils sont couverts de morve. Non mais c'est affreux, tu vois, tu laisses l'enfant dans sa merde, il est loin de ses parents, tu sais pas ce que tu lui donnes pas et qui perd au fait d'être loin de ses parents. Pendant très longtemps, c'était les grands-parents aussi qui éduquaient, il y avait un intérêt à fond parce que ça permettait une forme de maturité.
que les parents n'ont pas forcément à l'âge où ils ont des enfants et que les grands-parents vont avoir parce qu'ils ont l'effet de la vie qui a mis des claques. Il y a quand même... Ils sont incités à prendre soin des enfants au-delà de leur salaire parce qu'ils sont payés pour le faire dans une crèche. Oui. Mais ouais. Être éduqué dans un contexte de tribu, c'est ultra sain, à mon avis. Et pour ce sujet, il y a l'éducation gratuite et obligatoire de Murray Rothbard qui est aussi très bien, et où il disait un truc vraiment très simple, hein, et qui est le mieux placé sur Terre pour éduquer ses enfants que ses parents, genre. Enfin, genre on nous fait croire que... Et en fait, mais c'est simple, hein, c'est du bon sens, mais ce n'est pas le cas. Ça que je trouve fou, c'est qu'aujourd'hui, très peu de parents éduquent leurs enfants. Il y a un intérêt à conditionner les gens à les faire Voilà, accepter. on en revient toujours. Faire la cellule familiale pour pouvoir prendre en charge les enfants très tôt et en faire de bons esclaves. Et je rebute sur ce qu'on disait avant, on est encore en train de buter sur une logique binaire où en fait, il y a du bon à prendre dans le fonctionnement familial et il y a des choses à rejeter. Il faut mettre de la conscience sur ce qui s'est bien passé et ce qui s'est mal passé. Ouais. Et c'est là où tous les gauchistes, marxistes, ce que tu veux, vont insister, vont te prendre les cas où ça se passe mal, où les parents tabassent leurs gosses, ou des gosses malheureux, ou ce que tu veux, ce qui existe, et vont te dire, tiens, c'est la preuve, faut arrêter. Bah non. Mais c'est un refus du réel, ça. C'est mais de toute façon, comme il y a de la définition, douleur c'est à un souvent endroit. un problème avec le réel. Hein. Oui, mais c'est comme il y a une douleur à un endroit et que je veux corriger le réel et que je pense que j'ai l'orgueil, j'ai l'hubris de savoir ce qui est. Donc je vais aller m'introduire chez toi et de prendre le. Non, tu vois. C'est le refus de la douleur. C'est je ne veux pas souffrir dans ce monde. Du coup individuel. Et oui, et c'est la douleur vient de l'extérieur, jamais de l'intérieur. Non, tu commences chez toi, en fait. Tu fais le ménage et puis après tu vas emmerder tu vas pas emmerder les jeux du coup. Tu vas pas les emmerder. Non, mais tu vas plus les emmerder une fois que tu as fait le ménage chez toi en réalité. Là, finalement, on est en train de parler du sujet de fond qui entraîne tout le reste, tout ce dont on commence à parler dans ce podcast, c'est que une cellule familiale saine, avec du bon papa et de la bonne maman, crée des gens qui sont capables de prendre soin d'eux-mêmes comme des adultes, qui sont responsables individuellement, qui ont un instinct de survie bien installé, qui savent prendre soin d'eux, qui sont moins facilement sujets à l'hypnose, sur qui on peut moins facilement prendre le pouvoir, et donc ils sont imperméables à une prise du pouvoir excessive d'un État. Et c'est pour cette raison que des gens en position de dominance hiérarchique qui se cachent derrière la belle ligne qu'est l'État ont tout intérêt, derrière ce mythe, ont tout intérêt à détruire à la racine la cellule familiale. Et c'est ce qu'ils font très bien depuis longtemps. Ouais, ça marche bien. Et quand tu démarres le travail aussitôt, tu te rends indispensable. Enfin, l'État se rend indispensable et... il l'est à plus de la moitié de la population française. Hein. Plus de la moitié est bénéficiaire net de l'État. Ah là, c'est le endgame en vrai. Hein. Ça, c'est... Quand tu as cette réalité-là, plus un suffrage universel, c'est bon. Il n'y a plus aucun... Et tant que le problème de ça, c'est que tant que tu n'as pas de retour sur le réel, tu peux rester dans l'idéologie. Alors, je connais pas le réel, je suis personne pour dire ce que c'est, mais par contre, tu peux te prendre des claques en fait. S'il n'y a pas tout le temps papa derrière qui te dit, qui vient te sauver et te renflouer et tout ça, bah c'est le problème par exemple de certains gosses de riches c'est qu'ils n'ont aucune conscience de ce qui se passe. Ils sont passés de bonnes familles à bonnes écoles, et puis finalement ils n'ont jamais été confrontés. Ils ont toujours eu les bons contacts, les bons trucs. Et du coup, il y a pas tu peux rester purement dans l'idéologie parce qu'il n'y a pas de skin in the game. À aucun moment, tu as risqué ta peau, quoi. Et en fait, risquer sa peau, il y a quand même un intérêt. C'est violent, mais il y a quand même un gros intérêt au fait de, j'avais toutes ces idées. Moi, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat et tout ça, le début, j'ai fini en chiale, quoi, parce que je me disais, j'avais toutes ces idées. En plus, moi, j'adore mentalement faire des plans. Non, ça s'est passé différemment de ce que j'avais prévu en fait, et ça s'est bien passé. On est tout à fait d'accord. Pour nous, il faut vraiment abolir l'héritage. Taxer les riches. Non, mais par exemple, c'est un vrai sujet parce que par exemple, on parlait de Pierre-Édouard Sterrin, qui est un libéral milliardaire, fondateur de Smartbox et qui aujourd'hui investit dans des startups et finance la droite en France, pour faire simple. Et il a déshérité ses enfants, par exemple. Alors que c'est un libéral qui est contre taxer l'héritage, etc. Mais pour autant, il les a déshérités. Je mets des grandes guillemets, je connais pas leur situation matrimoniale. Ce serait intéressant de savoir pourquoi il l'a fait. Je pense que c'est pour que ses enfants soient skin in the game, comme tu disais. Après, je pense qu'il a quand même des backups pour pas qu'ils finissent à la rue. Hein. Genre déjà, ils ont fait des écoles, ils mangent à leur faim, ils ont fait des écoles de ouf. Ils ont un... Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'en tout cas, il essaye de le faire le maximum. Ils n'arrivent pas avec 600 millions sur un compte. Par rapport à l'héritage, tu regardes que la plupart des gens recréent et achètent l'immobilier ou n'importe quoi et recréent une fortune.
avant même d'avoir touché l'héritage de leurs parents qui meurent 40 ans après Mhm. le fait qu'ils soient rentrés dans le monde du travail. Donc déjà, tu as ce truc-là. Le fait que, en fait, c'est pas tellement l'héritage qui va. Bien sûr, c'est trop bien, tu reçois des... Voilà. Et ça, je trouve que c'est important de dire ça, c'est que la gauche essentialise énormément la notion d'héritage et la réduit au financier. Parce que la gauche nie la biologie, déjà. Voilà. Alors qu'en soi, en vrai, ce que tu lègues le plus à tes enfants, je pense que le dernier, c'est l'argent, en fait. C'est tout ce que Ouais. tu vas faire depuis qu'il est Mais né. hein. C'est pas vrai pour la gauche. Hein. Parce qu'aujourd'hui, le combat des woke, c'est justement de dire qu'on est le produit de son environnement, Ouais, de sa c'est sûr. culture. Ouais, non, c'est vrai. c'est vrai. Et justement, ça, par exemple, moi, c'est un sujet qui me passionne. C'est à quel degré tu es le produit de ton environnement, de ta biologie, de l'éducation. Parce que l'éducation et l'environnement, c'est pas la même chose. L'environnement, c'est le contexte dans lequel tu grandis. L'éducation, c'est tes parents, l'État, etc. Et de ta biologie. Et ça, c'est un sujet, en fait, les gens le simplifient. Très souvent, c'est soit que biologique chez c'est les mecs toujours- à droite, soit que justement l'environnement, la socioculture. Alors que non, c'est multifactoriel et que en fait les premiers justement là-dedans le débat est compliqué, vraiment le débat est compliqué de savoir lequel déterminer avant, mais il y a plein de paradoxes qui montrent que en fait ça serait la biologie le socle, ce qui serait assez logique en fait. Hein. Tu normal, bâtis un environnement. Oui, c'est ça. T'as d'abord un patrimoine génétique et ensuite un environnement qui influence dessus. Ouais, ça serait, si je prendrais une métaphore, c'est le mec qui va. Si on fait, si on avait un autre corps que le corps qu'on avait, on ferait pas la même chose. Et par-dessus, tu crées des lois, tu crées des trucs par rapport au corps que tu as. Mais comme tu as un corps biologique, tu as un corps psychologique, tu as un corps génétique, et donc tout ça, si on avait trois jambes, on ferait autre chose, tu vois. Et donc là-dessus, tu as de la construction, t'arrêtes d'autres rails en fait, parce que, ou si j'arrive pas à imaginer à part plus de membres, donc c'est nul. Mais vous comprenez l'idée. Bien sûr. Ouais. Non, mais et ça, je trouve que c'est un débat qui est assez intéressant. Et pour démontrer que les progressistes ont souvent quand même tort sur le sujet, c'est que par exemple aux États-Unis, et pour ça je vous invite à lire Thomas Sowell, encore une fois, dans Intellectuel et race, mais je crois aussi dans L'illusion de la justice sociale, qui est aussi chez Carmin, donc achetez les deux. Voilà. Et en gros, ce qu'il explique, c'est qu'aux États-Unis, au début du XXe, les progressistes étaient sur les questions raciales, parce que bon, là-bas aux États-Unis, il y a un gros sujet là-dessus, Ouais. logique, en gros, les différences entre les blancs et les noirs, c'était purement génétique. Donc la théorie progressiste, c'était c'est génétique, donc il faut faire de l'eugénisme, voilà. C'est ce que disaient les progressistes. Oui, c'était les théories progressistes. Et d'ailleurs, il y avait Keynes traînait dans ces cercles-là d'ailleurs. Il a cofondé la eugénique quelque chose où en fait qui favorisait l'eugénisme. Et donc lui, c'était en Angleterre où ils ont, je crois, stérilisé genre 40 000. Alors en Angleterre, c'était les prolos blancs ouvriers parce qu'en fait génétiquement ils étaient inférieurs. Je veux dire, bon, il s'avère que c'était pas vrai. Et donc la théorie dominante, c'était le génétisme. On a fait 50 ans, enfin 100 ans plus tard. La théorie dominante, c'est qu'une construction sociale, il n'y a aucune différence génétique. Et là, ce que je trouve quand même bien, c'est quand même l'occasion de taper sur les progressistes, c'est qu'ils changent d'une théorie qui n'a rien à voir, ils passent de l'un à l'autre de façon binaire. Donc, la conclusion, c'est que déjà... Tu peux le retrouver aussi sur la... Enfin, je trouve ça simple, tu vois, il y a plein de trucs qui sont plus dans l'ordre de l'argumentation qui font que tu peux aller les choper, même actuellement, en fait, juste... Tu vois. Mais je suis d'accord, en fait, sur ce côté... Voilà, c'était pour taper sur les progressistes, parce que c'est l'exemple que Sowell citait dans son livre, et que c'est quand même vachement drôle de leur taper dessus. Mais de manière générale, c'est juste... Mais quand tu raisonnes de façon binaire comme ça... L'aspect grégaire prime à l'idée. Oui, c'est des abords sur le terrain du logos, là, mais ils sont pas sur ce terrain. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que eux, le pathos, c'est quand même leur truc. Hein. C'est comme ça qu'on s'était fait baiser en live. C'est d'être un enfant. Ouais. Ouais, puis... il y a toujours ce phénomène que ils s'en foutent de la pratique, c'est juste la théorie, quoi. Genre, il faut que la pratique valide la théorie. Donc, ouais, mais déjà, il y a des libertariens qui sont pareils, tu vois. Genre, ouais, mais qui sont c'est avec, pour par ça exemple, qu'on dit quand on souvent débat avec qu'ils les sont de gauche. anarchapes, quand on débat avec les anarchapes, ils vont te dire oui, mais la théorie prime sur ta pratique. Par exemple, sur le sujet de Bitcoin. Ouais, ça. Et en fait, vous êtes des marxistes. C'est qu'ils veulent le paradis sur Terre et ils ont une utopie, il faut la réaliser et quitte à mettre de côté des pans du réel, c'est pas grave. Ouais.
Et puis bon, bah, tu peux la jouer à l'infini parce qu'il y aura toujours de la douleur en fait, il y aura toujours de la violence. Ouais. Et si tu l'acceptes pas, tu continues le sacrifice. T'arriveras, il en restera qu'un, hein, tu vois, si tu vas par là en fait. Hein. C'est la logique derrière. On a fait beaucoup de théories, pas de pratique. Comment on arrête d'être une merde? Alors, je sais que c'est très général et très provocateur. Comment on se responsabilise? Voilà, c'est surtout notre sujet du jour. La dernière fois, on a expliqué comment essayer d'être un peu moins anxieux, parce qu'au final, moi, c'est un truc que j'aime bien quand tu lui en parles. Le problème, c'est pas le stress, c'est plus l'anxiété. Le stress, ça fait partie de nous, c'est bien, c'est pas bien. C'est la chronicité du stress qui cause l'anxiété, le problème. Comment on se responsabilise? Conseil pour les jeunes générations. Voilà. Quand bien même on soit aussi des jeunes. Moi, le truc qui m'a le plus responsabilisé, moi, faut savoir que j'ai un peu tout eu quand j'étais gamin, surtout matériellement et financièrement. Donc, j'étais un peu un Tanguy jusqu'à assez tard. Bon, mes parents avaient quand même bien compris comment faire pour me responsabiliser, me faire bosser sur des trucs durs et tout, mais le truc qui m'a le plus fait avancer, où j'ai eu l'impression de gagner 10 ans de maturité en 7 mois, c'était de voyager à l'arrache. C'était de faire Paris-Istanbul en stop sans dépenser 1 euro, par exemple. En fait, c'était de me confronter à des problèmes que j'aurais pas pu prévoir et devoir trouver, on était deux, mais devoir trouver des solutions là maintenant. Et ça, tu l'as fait consciemment ou c'est a posteriori que tu l'analyses comme ça? C'est un peu les deux. À l'époque, j'avais déjà commencé à consciemment à m'exposer volontairement à des situations difficiles, des situations qui me faisaient peur. J'avais déjà cette dynamique, mais j'avais pas mesuré à quel point ça me ferait grandir, à quel point ça me responsabiliserait et à quel point ça allait me rendre plus résilient, plus responsable et plus, j'ai envie de dire, plus fonctionnel dans le monde. Donc 7 mois de voyage et des expériences très difficiles en voyage. Et puis après, tu rentres et vraiment, t'as l'impression d'avoir gagné 10 ans de maturité. Mais de vraie maturité. Je pense que la maturité, c'est pas une question d'âge, c'est une question de combien de problèmes t'as eu besoin de régler toi-même, en fait, sans pouvoir t'en remettre à une aide extérieure. Le problème, c'est que face à ça, justement, tu peux soit réagir et te construire, soit te faire détruire. C'est le problème le plus gros. C'est qui te tue pas te rend plus fort. Non, en fait. Trop difficile, ça va être contre-productif, c'est vrai. Ouais. Et donc, c'est difficile. Donc, pour moi, pour rebondir, ça serait s'exposer. En fait, c'est pas rester dans la théorie, justement. Quand tu as des idées, tu vas voir concrètement. C'est tester des trucs, en fait, dans le réel. C'est-à-dire, si tu veux monter une boîte, t'y vas et t'arrêtes de l'ouvrir, tu t'essayes, en fait. Donc, c'est vraiment aller se confronter, aller voir ce qu'on a dans le ventre, pas hésiter à aller échanger même sur les idées qu'on a en général ou ce genre de trucs. Parce que l'idée a sa place, mais en fait, il faut pas oublier justement le réel entre deux. D'où l'espace commentaire. Un des gros trucs aussi, c'est pour moi, c'est apprendre à faire avec sa violence, parce qu'elle fait partie de nous aussi. Et comme c'est le travail que je fais aussi avec les gens, c'est apprendre à justement laisser de la place. Il y a beaucoup de gens en fait qui projettent leur violence sur l'extérieur et qui refusent leur propre violence. J'étais aussi dans ce cas-là. Je jette pas la pierre. Mais juste, du coup, c'est aller voir sa propre violence intérieure et savoir qu'elle existe, en fait. Et pas en avoir peur, pas avoir peur de ses vices, pas avoir peur de tout ça. C'est facile à dire comme ça, mais du coup, en fait, ça oriente vers un travail d'introspection. Et puis, tout seul, le travail d'introspection, au bout d'un moment, tu boucles. C'est-à-dire que tu peux pas voir tout seul tes propres rôles de mort. Tu as besoin de... Très souvent, les gens changent de... Ils voient qu'il y a un problème et ils vont changer le symptôme, par exemple, ça serait le costume. Donc, ils vont changer leur habit, mais il y a toujours le corps. Il y a toujours le même corps. Tu décides pas de changer ton corps, mais ça n'empêche que tu peux, si t'es tout seul, tu peux te raconter en boucle que t'as changé, mais t'as juste changé les apparences et l'intention au fond est toujours la même. Donc ça serait ça. Et puis un des trucs que j'ai envie d'ajouter, parce que moi ça me tient à cœur, c'est écouter les intentions derrière les paroles et n'écoutez pas les mots. Parce que c'est comme ça que tu comprends les gens, en fait. Si vous allez échanger avec les gens, n'allez pas faire de la rhétorique et échanger sur le mot, il y a tel mot, je te tape de... Non, allez voir quelle intention il a, qu'est-ce qu'il essaye de t'expliquer, en fait, concrètement. Tu veux dire que quelqu'un est d'extrême droite, ça suffit pas? Voilà. Mais j'ai l'impression qu'on tombe justement là-dedans quand tu dis ça. C'est que là, tu peux justement finir dans le jeu de prêter des intentions. Genre, tu finis dans le même problème, quoi. Est-ce que tu... Dans quel sens? Parce que là, tu dis, genre, il faut essayer de comprendre les intentions et genre aller au-dessus des mots.
Ouais. Mais moi, souvent, j'ai plutôt la phrase d'aller voir les actions, qu'est-ce qu'ils font. Oui, Plutôt- mais en ouais. fait, bien sûr, les actions, c'est important parce que c'est ça qui fait que tu es aligné entre ce que tu dis et ce que tu fais. Donc ça, c'est primordial, vraiment. Et sinon, c'est essayer, quand tu échanges avec quelqu'un, tu vas pas lui prendre le mot et le sauter à la gorge parce qu'il a dit tel mot. Tu essayes de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire derrière. C'est ça que je dis uniquement. C'est juste Et en la fait plupart des- réfléchir, quoi. Voilà. Non, mais c'est un Arrêtez truc que d'être con. peu de gens font, en fait, tu Ouais. vois. Ouais. C'est, les gens aiment débattre. Le débat, c'est de la merde à ce Alors, il faut niveau-là. défouler parce qu'ils en ont besoin Voilà. biologiquement. Lire entre les lignes, quoi. Et ils n'ont pas conscience qu'ils ont besoin de se défouler biologiquement. Ils se rendent pas compte quand ils le font parce qu'ils refusent leur part d'ombre, leur part de violence et leur part d'animalité. Mhm. Donc je suis d'accord avec toi, le premier travail, c'est d'accepter qu'au fond, on est des putains d'animaux sanguinaires et que par-dessus s'ajoute une surcouche d'humanité. Qui est très récente. Ouais, très récente. Bah, c'était un beau mot de la fin. Donc, conclusion. Et comprendre que les gens qui nous dirigent aussi, et qu'à la base, ce sont des animaux sanguinaires prêts à tout pour maintenir leur position de dominance. Effectivement, Je voulais que je le précise. important. Ils aiment les enfants. N'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est important. On va mettre, alors, soit dans le titre, soit dans la description, ta chaîne. T'as une chaîne perso? Ouais, mais On mettra aussi. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires. Des fois, vous êtes méchants, des fois, vous êtes gentils. Voilà. On se fera un plaisir de tous y répondre et de tous se foutre sur la gueule. Ouais, et puis je pense qu'il y en a souvent. Ouais, j'ai eu. Et de vous abonner, c'est le meilleur moyen de nous rétribuer.